Le véhicule blindé le plus avancé au monde a été envoyé dans le désert pour une mission spéciale, mais les personnes à l'intérieur n'étaient ni des criminels vicieux ni des forces spéciales d'élite. C'étaient des professeurs. Vous devriez déjà avoir reçu la notification. Ne quittez pas la zone désignée sans permission et ne dites rien de provocateur aux détenus. Procédez avec prudence et restez extrêmement vigilant. Il s'est avéré que la destination de ce voyage était la plus grande prison internationale du monde, Ferglan. En raison de la réputation notoire de la prison, l'intérieur du véhicule était d'un silence de mort pendant tout le trajet. Finalement, une professeure de sciences nommée Lara n'a pas pu s'empêcher de saluer l'homme assis à côté d'elle. Elle a appris que cet homme, Jean Dantan, était aussi un professeur de sciences, tout comme elle. Leur conversation a progressivement détendu l'atmosphère. Bien qu'à part eux deux, les autres professeurs étaient spécialisés dans différentes matières. Après de brèves présentations, les professeurs à bord ont lentement appris à se connaître. L'un d'eux a alors naturellement commencé à parler des légendes entourant Ferglan. Ferglan, semblait-il, n'avait pas vu le jour comme une prison ordinaire. Il y a 50 ans, une météorite s'était écrasée dans le désert. 5 ans plus tard, grâce aux efforts conjoints de plusieurs nations, la prison connue sous le nom de Ferglan a été créée. À cause de cette météorite, beaucoup sur Internet spéculaient que des extraterrestres y étaient détenus. Certains érudits affirmaient même que Ferglan était relié aux portes de l'enfer. Sur la base de ces rumeurs, un professeur a supposé que leurs élèves n'étaient pas des prisonniers, mais des monstres. Cette affirmation a été rapidement réfutée par John Dantan. En tant qu'éducateur, nous ne devrions pas croire à de telles choses. Où qu'il soit, tout le monde essaie juste de survivre et tout le monde mérite le droit d'apprendre. Mais monsieur Dantan, n'avez-vous pas peur? Même si les rumeurs sont fausses, c'est toujours une prison qui détient des prisonniers du monde entier. Jeanne Dantan répondit calmement, il manque simplement d'éducation. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Avant que les autres ne puissent répondre, les soldats qui les accompagnaient firent une annonce. Ils arriveraient à Ferglan dans 5 minutes. Jeanne Dantan a finalement eu une vue dégagée de la prison où il allait enseigner. Elle ressemblait à un behemoth d'acier enveloppé de brume. La plus grande prison du monde, Ferglan. Les soldats les ont avertis de rendre tous leurs effets personnels et ont strictement interdit toute photographie. Bientôt, tout le monde réalisa que toute la prison était engloutie dans un épais brouillard. Oublier la prise de photos, même voir clairement à l'œil nu était difficile, et ce n'était que le premier point de contrôle. Pour commencer à enseigner, il devrait en passer au moins un autre. À ce moment-là, les soldats reprirent la parole. Après avoir remis vos objets personnels, nous vous escorterons jusqu'à vos salles de classe assignées. Pour votre sécurité, veuillez suivre nos règlements à tout moment. Peut-être influencé par les rumeurs précédentes, Jeanne Dantan ressentit vraiment un sentiment d'effroi. Mais étant arrivé jusqu'ici, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'arrêtait pas de se rappeler de ne pas avoir peur. Tout était pour la survie. Le temps qu'il se calme, il était arrivé dans la salle de classe. Cependant, au moment où il s'est assis, quelque chose clochait. L'endroit où il devait enseigner était une salle d'isolement. Même la vitre devant lui était par bas et Jeanne Dantan ne pouvait s'empêcher de se demander si les élèves pouvaient même voir le tableau noir clairement. Avant qu'il ne puisse poser la question, le soldat responsable a poussé la porte. « Monsieur Jeanne, êtes-vous prêt? Nous faisons entrer les détenus maintenant. Jusqu'à la fin du cours, ne quittez votre siège sous aucun prétexte. Souvenez-vous de ça. » Alors que la porte en métal se refermait avec un grand fracas, le cœur de Jeanne Dantan lui remonta dans la gorge. Il pouvait vaguement entendre des bruits de pas se rapprocher. Ses élèves étaient sur le point d'arriver. Mais à l'instant où la porte s'ouvrit, Jeanne Dantan eut le souffle coupé. Il pouvait à peine croire que ces silhouettes bizarres devant lui étaient ses élèves, en les regardant fixement. La peur à l'intérieur, Jeanne Dantan atteignit son paroxysme. Cette rumeur refit surface dans son esprit, tout ce qui était enfermé à Ferglan était un monstre. Jeanne Dantan s'est forcé à rester calme, se répétant qu'il était humain, manquant simplement d'éducation. Après plusieurs profondes inspirations, il a finalement retrouvé son calme. Au moment où il a pris le microphone, il est redevenu ce professeur confiant. Bonjour à tous. Je suis John Dantan, votre professeur de sciences. Pour détendre l'atmosphère, il a fait une petite blague. Il y a beaucoup de matières intéressantes proposées cette fois-ci, mais j'ai entendu dire que les sciences sont les plus populaires. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Prévoyez-vous de construire une fusée et de vous évader de prison? Pourtant, à la surprise de Jeanne Dantan, les détenus restèrent d'un silence de mort. Au lieu de cela le laissa incertain de la manière de procéder. Il n'eut d'autre choix que de ramener la conversation sur la leçon. Aujourd'hui, nous allons choisir un sujet plus simple et plus intéressant que la construction de fusées. Entrons dans le monde de la nature. Vous devriez tous voir ce qu'il y a sur vos bureaux, dit John Dantan. C'est une patate douce. Faire pousser des patates douces est généralement une activité scientifique faite avec des élèves du primaire. Mais ces détenus du monde entier avaient pour la plupart grandi dans des gangs, ce qui rendait une expérience comme planter des patates douces complètement nouvelle pour eux. Le processus peut sembler ennuyeux au début, mais avec un petit verre, un peu d'eau et un peu de patience, vous pouvez regarder la patate douce pousser. Jean Dantan croyait qu'à travers cette croissance, il pourrait comprendre la valeur de la vie. Étudiant de Ferglan,
La raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui est que chacun de vous a le désir d'apprendre. Pour moi, vous êtes comme cette patate douce, plein d'un potentiel illimité qui n'est pas défini par votre environnement. Alors à partir d'aujourd'hui, essayons de faire pousser des patates douces ensemble. Avant qu'il ne puisse finir, quelqu'un a frappé du poing sur la table. Tu te moques de moi, en disant que je ressemble à une patate douce? Jeanne Dantan s'est empressée d'expliquer, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que vous tous, comme la patate douce, avez un potentiel de croissance illimité. Mais avant qu'il ne puisse dissiper le malentendu, il entendit le bruit de quelqu'un croquant dans une patate douce. Quelques élèves les avaient déjà ramassés et commençaient à manger avec enthousiasme. Ce n'est pas pour manger. Je les ai distribués pour la leçon, pas pour que vous les mangiez. Jean Dantan ne pouvait pas comprendre. Ces gens étaient venus de leur plein gré, pourtant aucun d'eux ne semblait disposé à coopérer. À ce moment, il entendit un et extrêmement impatient et regarda rapidement vers la source. Arrête tes simagrées. Dis-nous juste, comment est fait le brouillard? La question a stupéfié Jeanne Dantan. Comment est fait le brouillard? En pensant à la brume entourant Fer-Gland, il a immédiatement compris. Vous demandez comment se forme le brouillard. N'est-ce pas? Le détenu ricana. Scientifique, tu ne sais même pas ce qu'est le brouillard? Jeanne Dantan répondit maladroitement, je ne suis qu'un professeur de sciences. Appelez-moi un scientifique. C'est votre façon de répondre à ma blague de tout à l'heure? Avant que Jeanne Dantan ne puisse finir sa phrase, la vitre pare-balles devant lui se brisa soudainement. L'homme qui avait parlé plus tôt n'a utilisé aucune arme. Il a brisé la vitre pare-balles avec sa tête. À cet instant, Jeanne Dantan a complètement perdu son sang-froid. Il n'avait jamais rien vu d'aussi terrifiant. Le détenu le fixa avec des yeux brutaux. Tu penses vraiment que je plaisante? Jeanne Dantan a paniqué et a crié, salle de contrôle, un détenu a brisé une vitre. Presque au moment où il a appelé à l'aide, un grand groupe de soldats lourdement armés s'est précipité dans la salle de classe. Ils n'ont ciblé personne en particulier. Au lieu de cela, ils ont tiré sans discrimination sur tout le monde. À ce moment-là, John Dantan a senti que tout le monde ici était devenu fou. Il a martelé la porte comme un fou, espérant désespérément que quelqu'un le laisserait sortir. Mais la voix dans son oreillette était froide et détachée. Attendez que tout le monde ait été éliminé. Jeanne Dantan ne pouvait pas comprendre. Est-ce que tout le monde ici allait mourir à cause de l'erreur d'une seule personne? Même un homme aveugle sans yeux avait un pistolet pointé sur sa tête. Pourtant, lorsque Jean Dantan est revenu à la réalité, il a réalisé que l'homme aveugle qu'il avait mentionné avait écrasé le casque en acier d'un soldat d'une seule main. C'était un massacre de bout en bout. Seules les cibles étaient mauvaises. C'était un massacre des gardes par les prisonniers. À ce moment-là, Jeanne Dantan était absolument certain que ces êtres étaient des monstres. Face à une scène aussi sanglante, il avait du mal à respirer. Sa conscience s'est rapidement estompée et à la fin, il a complètement perdu connaissance. Jeanne Dantan n'a pas remarqué que l'homme encapuchonné dans le coin l'avait fixé pendant tout ce temps. Après ce qui a semblé être un long moment, Jeanne Dantan a lentement ouvert les yeux. Dans le coin, il a vu un homme en uniforme de prisonnier accroupi. Leurs regards se sont croisés. L'air était empli d'un silence de mort. Encore secoué et pas tout à fait lucide, Jeanne Dantan a en fait demandé qui était cet homme. Alors que son esprit s'éclaircissait un peu, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Les environs ressemblaient sans aucun doute à une prison. Que se passe-t-il? Où suis-je? L'homme a soudainement répondu, chez moi. En entendant ces mots, Jeanne Dantan s'est instinctivement tournée pour le regarder. Il n'y avait aucun doute, la personne devant lui était un prisonnier. Il s'est soudainement souvenu qu'une émeute avait éclaté avant qu'il ne perde connaissance. Jeanne Dantan connaissait déjà la réponse, mais il avait trop peur de l'accepter. Est-ce une prison? Est-ce Fer-Gland? L'homme en uniforme de prisonnier a hoché la tête à plusieurs reprises. C'est toi qui m'as amené ici. Tu dois vouloir quelque chose de moi. N'est-ce pas? L'homme a de nouveau hoché la tête et a tendu la patate douce dans sa main. S'il te plaît, dis-moi comment faire pousser des patates douces. À cet instant, Jeanne Dantan est resté complètement sans voix. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait la raison pour laquelle on l'avait amené dans la prison. Jeanne Dantan a finalement craqué en criant, tout ça pour une patate douce? Tu m'as traîné ici pour ça? Tu m'as amené dans un nid de fous et de lunatiques juste pour une patate douce. Jeanne Dantan avait l'impression d'être sur le point de perdre la raison. Enfin, il a cru ce que ce professeur avait dit. Ceux qui étaient emprisonnés ici n'étaient pas du tout des humains. Les gardes avaient déjà été déchiquetés par ces fous à main nue. Et maintenant, il semblait que c'était son tour. Jeanne Dantan a soudainement remarqué quelque chose. L'homme étiqueté prisonnier 182 gardait sa main droite cachée derrière son dos en parlant. Un frisson a parcouru l'esprit de Jeanne Dantan. C'est mauvais. Est-ce un couteau? Sentant le danger, Jeanne Dantan s'est jetée en avant. Enfoiré. Pour éviter d'être tué par le 182, il devait frapper le premier. Heureusement, son geste a fonctionné. Le 182 a été pris complètement au dépourvu. Jeanne Dantan pensait avoir la situation sous contrôle. Après tout, cet homme avait encore à peine l'air humain comparé aux autres. C'était aussi quelqu'un qui était passé presque inaperçu pendant l'émeute. Donc, tant que Jeanne Dantan restait calme, la situation pouvait encore être gérée.
La première priorité était de lui prendre l'arme qui pouvait être cachée dans cette main droite. C'est alors que Jacques Dantan a compris la vérité. La manche droite de l'homme ne contenait aucun bras. Aussi gênant que cela ait été, il a quand même ligoté la seule main gauche restante du 182. Utiliser la violence était mal, mais dans les circonstances, il n'y avait pas d'autre solution. Réprimant sa colère, Jacques Dantan accusa le 182 de l'avoir entraîné dans un danger avec une telle stupidité. Kidnapper quelqu'un à l'intérieur d'une prison était totalement absurde. Tu veux apprendre à faire pousser des patates douces? Désolé. Ça n'arrivera pas. Il n'allait pas enseigner à quelqu'un qui ne pouvait même pas réfléchir correctement. Mange la patate douce toi-même. Au moins, elle ne sera pas gaspillée. Quant à lui, il quitte cet endroit maintenant. Pendant qu'il parlait, il a commencé à calculer. Quel est le numéro de la chambre? Quand est l'heure du repas? Les portes extérieures devraient toujours être verrouillées. N'est-ce pas? Jacques Dantan était convaincu que l'émeute avait déclenché un confinement total. Les gardes devaient être à sa recherche. S'il faisait assez de bruit, il le trouverait. Mais quand il a regardé à l'extérieur de la pièce, tout ce qu'il a vu était un épais brouillard qui obscurcissait tout. Il secoua la porte en métal de toutes ses forces, espérant que quelqu'un à l'extérieur le remarquerait. La seconde d'après, la porte qu'il croyait verrouillée s'ouvrit sous sa propre poussée. Jacques Dantan était stupéfait. La porte de la prison s'était ouverte bien trop facilement. En toute logique, une porte de cellule de prison ne devrait pas être si simple à ouvrir. Au moment où il mit un pied dehors, Jacques Dantan réalisa enfin que cet endroit ne ressemblait en rien à la prison qu'il avait imaginée. Plutôt qu'une prison, Ferglan ressemblait davantage à une ville. Qu'est-ce ce qui se passe? Ce n'est pas du tout une prison. Comment cela pourrait-il être une prison? Pourquoi m'as-tu amené? Où est cet endroit? Avant qu'il ne puisse crier une troisième fois, une main pâle se plaqua sur sa bouche par derrière. Tais-toi. Tu es bruyant depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'issue ici. Tu l'endures et tu survis. Jacques Dantan sentait qu'il allait craquer. Survivre? Ici? Dans une décharge pareille? Il a explosé, insistant sur le fait qu'il était une personne normale, pas un prisonnier, et leur a lancé des insultes, les traitant de rebuts de la société. Sa voix s'est soudainement arrêtée. À un moment donné, un géant semblable à un monticule de chair était apparu à côté d'eux. Comparé au maigre 182 qui se tenait à ses côtés, c'était clairement quelqu'un que Jacques Dantan ne pouvait pas se permettre de provoquer. Il s'est immédiatement excusé. Je suis désolé. Je ne parlais pas de vous. Mais 182 a soudainement pris la parole. Qu'est-ce ce que tu regardes, espèce de petit bâtard? À l'instant où ces mots furent prononcés, le détenu colossal leva son énorme poing et, au grand choc de Jacques Dantan, c'est lui qui fut frappé. Après l'avoir roué de coups, le détenu a même pris les vêtements de Jacques Dantan. Ce n'est qu'à ce moment-là que 182 reprit la parole. Je t'avais dit de ne pas être si bruyant. Allongé sur le sol, Jacques Dantan n'arrêtait pas de maudire, rejetant toute la faute sur 182. Maintenant, même ses vêtements avaient disparu. Il exigea de savoir pourquoi 182 faisait toujours des choses stupides qui blessaient les autres et pourquoi il provoquait un monstre pareil. Il l'a même insulté d'idiot manchot. Voyant que 182 ne réagissait pas du tout, Jacques Dantan pensa qu'il était peut-être allé trop loin. La seconde suivante, cependant, 182 commença à enlever ses vêtements juste devant lui. Jacques Dantan paniqua complètement, s'attendant à moitié à ce qu'un scénario ridicule de série télévisée se produise. Peu importe à quel point Jacques Dantan s'excusait, 182 se déshabilla complètement. Mais ce qui suivit ne fut pas ce que Jacques Dantan avait imaginé. Après s'être déshabillé, 182 tendit les vêtements à Jacques Dantan. Mêlé. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jacques Dantan remarqua les muscles sculptés qui couvraient le corps de 182. Il réalisa qu'à partir de maintenant, il devrait faire extrêmement attention à ses paroles en sa présence. Jacques Dantan hésita, puis demanda, « Si je porte ça, il sera difficile pour l'équipe de secours de me trouver. N'est-ce pas ?» Le prisonnier 182 dit calmement, « Aucune équipe de secours ne viendra pour toi. Schulde les a tous tués. » Jacques Dantan se figea. « Schulde? À Ferglan, il vaut mieux ne pas se démarquer des autres détenus. Viens. Il est presque l'heure de manger. » Au moment où il entendit cela, Jacques Dantan sentit une lueur d'espoir. C'était l'heure du repas. S'il croisait du personnel, il pourrait trouver une issue. Pendant ce temps, le détenu qui avait pris les vêtements de Jacques Dantan marchait en fredonnant joyeusement. À un moment donné, quelqu'un apparut devant lui et demanda froidement, « Dis-moi, d'où viennent ces vêtements ?» À l'instant où il reconnut l'homme, le détenu tomba à genoux. « Seigneur Schulde, je les ai pris à un type avec des lunettes au village Tofu. On dirait qu'il vient déménager. » Village Tofu? Alors c'est là qu'il est. Le détenu s'apprêtait à frimer avec son costume élégant quand Seigneur Schulde lui enfonça une lame droit dans le crâne. Peu de temps après, le corps, montagne de chair, s'effondra au sol, complètement immobile. « Je vous ai enfin trouvé, mon cher professeur. » Ailleurs, Jacques Dantan et 182 se dirigeaient vers la cafétéria, traversant une forêt grise de béton armé. Une peau du même gris terne que le camouflage, et des yeux remplis d'une faim semblable à celle des bêtes sauvages. Jacques Dantan tremblait de la tête aux pieds. Il n'avait aucune idée de ce qu'étaient réellement ces êtres. Il ne pouvait dire s'il était humain ou animaux, mais une chose était claire, il devait rester près de lui.
C'était la plus grande prison du monde, Ferglan. Des corbeaux traversaient occasionnellement le ciel, donnant à l'endroit un air encore plus de forêt grise. Regardant avec stupeur, Jeanne Dantan murmura, « Est-ce vraiment une prison? C'est bien trop étrange. Les gens peuvent se promener librement et certains d'entre eux ont même l'air ivres. Et ces choses là-haut, ce sont des gens, n'est-ce pas? Pas des décorations. Ferglan n'a-t-elle pas été construite par plusieurs nations ensemble? Ce genre de gestion a-t-il vraiment un sens? » Le prisonnier 182 ne répondit pas. Il dit seulement calmement, « Tu es un peu bruyant. » Jeanne Dantan revint à la réalité et réalisa à quel point il était fou d'attendre des réponses de cet homme. C'était un ravisseur avec le même regard fou que les autres. Jeanne Dantan se répétait sans cesse que l'homme en face de lui était aussi un fou. Il ne pouvait faire confiance à personne. Heureusement, ils ne rencontrèrent aucun problème en chemin et atteignirent la cafétéria en toute sécurité. Pourtant, la scène ici différait grandement de ce que Jeanne Dantan avait imaginé. Dans un endroit aussi anormal, la cafétéria semblait étrangement normale. Jeanne Dantan supposa que des gardes géraient peut-être la zone, alors il regarda rapidement devant lui. À cet instant, il se figea. Ce cauchemar ridicule semblait enfin toucher à sa fin. À en juger par sa seule tenue, l'homme qui se tenait au bout de la file était clairement un gardien de prison. Mais comme Jeanne Dantan portait des vêtements de détenu, il devait montrer en quoi il était différent. Le temps passant, il atteignit lentement le début de la file. Quand ce fut son tour de recevoir de la nourriture, il baissa délibérément la voix. « Agent, je suis un professeur chargé de l'éducation des détenus. Je m'appelle Jeanne Dantan. Il y a eu une émeute, et j'ai été kidnappé par cet homme encapuchonné à côté de moi. Vous devez être au courant de l'agitation. S'il vous plaît, signalez-le. Je suis le professeur disparu, Jeanne Dantan. » Peu importe ce qu'il disait, le garde en face de lui ne répondait pas. Quand Jeanne Dantan leva enfin les yeux, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Les yeux de l'homme étaient vidés de la salive coulée de sa bouche. Jeanne Dantan ne comprenait pas pourquoi le destin se moquait de lui de cette manière. « Si tu ne manges pas, dégage. » La louche s'abattit violemment sur la tête de Jeanne Dantan. Même après être retourné avec sa nourriture, Jeanne Dantan ne pouvait pas se remettre du choc. Cet homme ressemblait clairement à un garde, mais ses yeux et son état mental étaient complètement anormaux. Pourtant, tous les autres portaient des uniformes de détenus. Seul cet homme portait une tenue de garde. Alors que Jeanne Dantan cherchait d'autres gardes, il réalisa soudain que plusieurs détenus l'observaient. Un sentiment de terreur l'envahit. Si ça continuait, il serait piégé ici pour toujours. En regardant 182 dévorer sa nourriture à côté de lui, Jeanne Dantan eut une idée et l'interpella. « N'as-tu pas dit que tu voulais apprendre à cultiver des patates douces? Je peux t'apprendre, mais en retour, tu dois m'aider à sortir d'ici. » C'était la dernière option à laquelle Jeanne Dantan pouvait penser, utiliser la stupidité de 182. 182 répondit, « Sérieusement, tu me prends vraiment pour un idiot? Une patate douce ne t'achètera pas une sortie. » Paniquée, Jeanne Dantan expliqua, « Bien sûr que non. N'as-tu pas dit que tu m'avais amené ici pour apprendre à les cultiver? Si je t'apprends, il n'y a aucune raison pour que je reste, et c'est toi qui m'as entraîné ici. Tu devrais prendre tes responsabilités. » Après un moment de réflexion, 182 dit enfin, « Pour quitter cet endroit, tu dois devenir un super leader. » Jeanne Dantan était confus. Qu'est-ce qu'un super leader? Comme un chef d'escouade? 182 répondit sans détour, « Quelqu'un comme toi n'y arrivera pas. » Jeanne Dantan répondit sèchement, « Je n'ai jamais dit que je voulais un travail. » Jeanne Dantan insista. « Donc, seuls les super leaders peuvent contacter le monde extérieur. » 182 leva sa fourchette et dit froidement, « Être promu ou périr. C'est la seule issue. » Jeanne Dantan demanda avec urgence, « Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Peux-tu expliquer? » Mais peu importe comment il insistait, le prisonnier 182 refusait de parler. « Arrête de demander. » Réalisant qu'il n'obtiendrait rien, l'expression de Jeanne Dantan devint froide. « Donc tu n'as jamais eu l'intention de m'aider, n'est-ce pas? Alors il n'y a aucune raison pour que je reste à tes côtés. Je dois quitter cet endroit immonde au plus vite, et tu le regretteras. Si je sors, tu n'échapperas pas à la loi. Ma famille. » Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Se disputer avec des détenus ne valait pas la peine. À ce moment, une voix inconnue retentit. « Professeur, êtes-vous Monsieur Jeanne ?» Instantanément, toutes les têtes dans la cafétéria se tournèrent vers l'entrée. L'espoir jaillit dans la poitrine de Jeanne Dantan. Ils sont là. L'équipe de secours est enfin là. Je suis là. Je suis Jeanne Dantan. Il cria en sprintant vers la porte comme un fou. Il croyait qu'une fois qu'il l'atteindrait, le cauchemar serait terminé. Je suis un professeur de sciences dans un lycée public, j'ai 32 ans. Je suis juste là. Mais à sa grande horreur, ceux qui arrivèrent n'étaient pas du tout des sauveteurs, mais un autre groupe de détenus. À cet instant, la panique l'envahit. Il avait fui un enfer pour tomber directement dans un autre. Alors, Seigneur Schuldé se pencha et parla lentement. « Ça fait longtemps, Monsieur Jeanne. Vous vous souvenez de moi? J'ai suivi votre cours sur les patates douces à l'époque. » Alors que l'homme approchait, Jeanne Dantan recula pas à pas. Comment aurait-il pu l'oublier? C'était la première fois qu'il voyait un humain aussi grand. Des murmures se répandirent autour de lui. C'est Seigneur Schuldé. L'homme était l'un des 6 Schulders de la zone 0. Aussi imposant que sa taille le suggérait,
Son nom était Tower. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jang d'antan se souvint pleinement comment cet homme avait massacré les gardes. Quand des balles lui furent tirées dessus, Tower n'esquiva pas. Il attrapa nonchalamment un compagnon à proximité à la place. Avec un sourire sinistre, Tower dit, « N'est-ce pas un peu impoli? Nous nous sommes portés volontaires pour assister au cours, et pourtant vous êtes arrivés avec des armes. Puisque vous avez tiré les premiers, il n'y a aucune raison pour que je m'embarrasse de bonne manière. » Sous le regard de tous, Tower sortit un couteau de sa propre bouche. Ce qui suivit fut un massacre. Cet homme était un fou furieux. Se remémorant ces scènes, Jang d'antan tomba à genoux. « Pourquoi êtes-vous venu me chercher ?» Tower répondit calmement. « Pour quelle autre raison? Pour que vous continuiez à enseigner, bien sûr. Mais soyons clairs, les patates douces ne m'intéressent pas. Étudions plutôt quelque chose de significatif. Par exemple, comment fabriquer du fog. » Tandis qu'il parlait, Tower tendit 3 sphères bleues à Jiang Dant. Au moment où les sphères apparurent, les yeux des détenus s'illuminèrent. C'est du fog, et un énorme en plus. Jiang Dant se souvint soudainement du détenu qui avait provoqué l'émeute. Il avait aussi mentionné le fog. Le fog dont il parlait pourrait-il être ces sphères bleues? Pour en être sûr, Jean d'antan demanda, « Que sont exactement ces sphères bleues ?» Tower parut choqué. « Tu me demandes ce que c'est? Tu ne sais vraiment pas? Impossible. Tu es un professeur de sciences. Les professeurs ne sont-ils pas censés tout savoir ?» Jang d'antan a crié, « Je n'ai jamais rien vu de tel. Rien de tel n'existe dans le monde extérieur. » Tower répondit froidement, « C'est pour ça qu'on est allé en cours. Pour le brouillard, les 6 épaules se sont rassemblées. Le but de ces leçons était de te ramener. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas ce qu'est le brouillard. On peut commencer à apprendre maintenant. » Pendant qu'il parlait, Tower a essayé de fourrer de force les sphères bleues dans la bouche de Jang d'antan. Les détenus environnants bavaient à cette vue. « Éloigne ça de moi. J'ai dit que je ne voulais pas. » Jang d'antan a hurlé en repoussant la main de Tower. À l'instant où les 3 sphères se sont envolées, les yeux de tous les détenus se sont enflammés. Ils se sont précipités vers les sphères comme des fous. Jang d'antan regardait avec incrédulité cette scène de folie. Pour ces soi-disant morceaux de brouillard, des détenus qui semblaient normaux il y a un instant se battaient maintenant avec acharnement. Tower n'avait pas l'air surpris. « Tu vois, tout le monde désire ardemment le brouillard. Le brouillard, c'est de l'or. C'est une bénédiction de Dieu. Ce vieux salaud l'a avalé. Bon sang. Crache-le. Crache-le maintenant. » Peu importe comment il hurlait, le vieil homme qui avait avalé le brouillard restait parfaitement immobile. Les autres ont commencé à le déchiqueter. Son corps était mis en pièces, pourtant le vieil homme restait figé dans la même position. Tower se dit même que ces gens du village Tofu étaient dégoûtants de devenir fous pour un seul morceau de brouillard. Quant à ce vieil homme, aujourd'hui, il ferait soit son ascension, soit il obtiendrait des capacités étonnantes, en supposant qu'il y ait assez de brouillard. Eh bien, ça t'intéresse aussi, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à ce moment-là que Tower remarqua que le corps de Jang d'antan tremblait sans arrêt. C'était peut-être la scène nauséabonde ou le contact avec le brouillard, mais il a soudain eu un haut-le-cœur et a vomi partout par terre. Jang d'antan avait presque oublié pourquoi il était venu dans un tel endroit. Maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Tower demanda, confus, « De quoi tu parles ?» Jang d'antan répondit en tremblant, « Chez moi, je veux rentrer chez moi. Je ne peux pas le faire. Je n'ai même jamais vu ce truc avant. Je ne suis pas un scientifique. Je suis juste un simple professeur. » Tower ne le croyait manifestement pas. Ne sois pas ridicule. La télé dit que les professeurs peuvent fabriquer des drogues ultra pures et les vendre. Jang d'antan répondit avec douleur, ce n'est qu'une série télé. Et ce type était un professeur de chimie. Je ne suis pas pareil. Je suis juste un simple prof de lycée qui n'a même pas de doctorat. Au moment où Jang d'antan a crié ces mots, les environs sont tombés dans un silence de mort. Donc tu dis que tu es inutile? J'étais le premier à trouver un professeur. Je pensais vraiment que j'allais gagner. Je pensais que je pourrais devenir un super leader. Pendant qu'il parlait, Tower a lentement sorti le couteau de sa bouche. Il s'avère que ce type n'est qu'une perte de temps totale. À cet instant, Jang d'antan se souvint de scènes où sa famille le grondait. Une personne complètement inutile qui va obtenir un diplôme d'enseignant. Quoi? Tu comptes jouer à la dinette avec une bande de gamins? Personne dans notre famille n'a un diplôme inférieur au doctorat. Essaies-tu de déshonorer la famille? 6 ans sans publier un seul article académique. Que peux-tu bien enseigner? D'antan, arrête de fuir. Passe encore un an à préparer un nouvel article. Son frère aîné est intervenu. Maman, papa, vous n'êtes pas obligés de le dire comme ça. Être professeur n'est pas une si mauvaise chose. Laissez-le au moins faire quelque chose dont il est capable. Celui qui souffre le plus ici, c'est D'antan. Ça fait déjà 6 ans et il n'a toujours pas obtenu son doctorat. Pourtant, connaître ses limites, ça compte pour quelque chose. Le père de Jang d'antan était un érudit renommé qui apparaissait souvent à la télévision et sa mère avait un doctorat en droit. Tandis que son frère aîné était déjà devenu président d'une association de psychologie à un jeune âge. Quant à Jang d'antan, il avait gagné le respect d'innombrables personnes à la chaire. Pourtant, une fois rentré chez lui, son statut n'était même pas aussi bon que celui d'un chien. Jusqu'à ce jour, où tout a basculé, son père regarda le document dans sa main et demanda, une prison internationale. Qu'est-ce que c'est que ça?
Jacques Dantan répondit, une prison sous l'égide des Nations Unies. Je vais y enseigner. C'est une institution affiliée à l'ONU et les avantages sont très généreux. Son frère aîné intervint, je connais cet endroit. Ça s'appelle Ferglan. N'est-ce pas? Impressionnant. J'ai entendu dire que tous les fous du monde y sont enfermés. Jacques Dantan l'a interrompu. Peu importe où sont ces gens, ils essaient juste de survivre. Sa mère dit avec inquiétude, Dantan, dois-tu vraiment y aller? Tu as déjà un travail stable à l'école. Ça me rassure. Son père demanda avec colère, pourquoi? Qu'est-ce ce que tu fais? C'est quoi ces bêtises? Jacques Dantan répondit avec une ferme résolution, parce que je crois que donner aux gens qui manquent d'éducation une chance d'apprendre est quelque chose de profondément significatif pour nous, les éducateurs. Au moment où Jacques Dantan a fini de parler, son frère aîné n'a pas pu s'empêcher de cracher le vin rouge qu'il avait en bouche. Désolé pour ça. J'ai mis du vin sur mes vêtements. Difficile de se retenir après avoir entendu ta soi-disant grande déclaration. Mais Dantan, tu sais que ce n'est pas motivé par une quelconque éthique professionnelle d'éducateur. C'est juste une impulsion momentanée née de ton besoin de reconnaissance. N'est-ce pas? Tu n'as pas eu ton doctorat, alors tu utilises ces choix excentriques pour te trouver des excuses? Prétendre que tu as choisi un chemin différent et l'enrober d'un faux sens de la mission. Tu essaies de cacher ton incompétence de cette façon pour pouvoir être sur un pied d'égalité avec nous. Ai-je tort? Jacques Dantan foudroya son frère du regard avec colère. Pourquoi juges-tu toujours les autres selon tes propres critères? Son frère expliqua, je suis juste inquiet pour toi. C'est imprudent. Un acte de courage aveugle né de l'insécurité, ce qui est exactement ton stupide sens de la justice. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jacques Dantan réalisa enfin que son frère avait raison, qu'il avait lui-même été trop stupide. À l'époque, c'était un choix stupide fait sur un coup de tête. Mais maintenant, il était bien trop tard pour dire quoi que ce soit. Il était sur le point de payer le prix de ses actions, sur le point de mourir. Pour lui, mourir dans cet endroit immonde, rempli d'ordures et méprisable, était le prix que Jacques Dantan devait payer. Tout cela provenait de l'ignorance, d'un manque d'éducation. Cependant, Jacques Dantan n'a pas remarqué que le numéro 182 levait tranquillement la fourchette dans sa main. À l'instant où Tower a balancé sa lame, quelque chose comme une balle a transpercé son bras, après avoir frôlé la mort. Jacques Dantan était déjà si terrifié qu'il avait mouillé son pantalon. Tandis que Tower poussait un hurlement de douleur. Un pistolet? Qui ose amener un pistolet ici? Juste au moment où il essayait de trouver le salaud qui avait introduit une arme, quelqu'un l'a attrapé par les cheveux. L'agresseur n'était autre que le numéro 182, et le soi-disant pistolet n'était rien de plus que la fourchette qu'il avait lancée. Sous les yeux stupéfaits de tout le monde, le numéro 182 a donné un coup de genou directement dans le cou de Tower. Tout le monde a entendu le bruit des os qui se brisent et a vu Tower s'effondrer lentement. Les prisonniers présents arboraient tous des expressions d'incrédulité. La puissante épaule du Seigneur, l'autrefois intouchable Tower, était tombée. Jacques Dantan pouvait à peine le croire. Le numéro 182, qui avait toujours été à ses côtés, était en fait aussi puissant. Une nouvelle épaule est née. Quelqu'un a crié, brisant le silence environnant. En un instant, les prisonniers de toute la cafétéria se sont rués vers le numéro 182. Nouvelle épaule. Dis ton nom. S'il vous plaît, dites-nous votre nom. Le numéro 182 a simplement regardé Jacques Dantan. Professeur, allons-y. Vous avez tous entendu ça? Professeur, la nouvelle épaule est le professeur. Jacques Dantan ne s'attendait vraiment pas à survivre à ce fou. En pensant à cela, il regarda soudainement le numéro 182 à côté de lui. Bien que le type ait l'air maigre et généralement banal, sa force était terrifiante. Jacques Dantan demanda, tu m'as demandé de t'apprendre à faire des patates douces rôties avant. C'était un mensonge, n'est-ce pas? Pourquoi t'es-tu inscrit au cours, en premier lieu? Tu l'as fait pour avoir du brouillard aussi. N'est-ce pas? Peux-tu fabriquer du brouillard? Au moment où il a posé la question, Jacques Dantan a frissonné de peur. Je ne peux pas fabriquer de brouillard. Je suis désolé. S'il te plaît, laisse-moi partir. La raison pour laquelle le numéro 182 a assisté au cours était simple. Ce jour-là, en sortant, il a vu une longue file d'attente. Il ne savait pas à quoi elle servait, mais par habitude, il a dit à la personne devant lui de dégager, pour se faire dire qu'il était interdit de doubler. Quelqu'un de l'extérieur est venu et a dit qu'il organisait des cours ici. Ils disent que les places sont limitées. Retourne au bout de la file. Le numéro 182 n'était pas intéressé au début. Mais l'homme lui a dit que s'il assistait au cours, il distribuerait de nouveaux vêtements, disant que c'était le premier événement de ce genre depuis des années et qu'il pourrait même apprendre quelque chose d'impressionnant. Et ainsi, avec un air d'anticipation, le numéro 182 s'est faufilé dans la longue file d'attente. Jacques Dantan était choqué. C'est ta raison d'aller en cours? Alors pourquoi m'as-tu sauvé tout à l'heure? Le numéro 182 expliqua, je ne te sauvais pas. Je sauvais mes nouveaux vêtements. Tu ne m'as rien appris et tu as même fait pipi dans ton pantalon en portant mes nouveaux vêtements. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jacques Dantan réalisa qu'il avait été si tendu plutôt qu'il avait en fait mouillé son pantalon. Peu de temps après, un prisonnier nu est sorti en courant des bains publics. Pendant que Jacques Dantan, toujours à l'intérieur, lavait des vêtements et disait, maintenant, j'ai aussi mes propres vêtements. Je laverai les tiens et te les rendrai dès que possible.
Mais est-ce que cette tenue en lambeaux que tu portes a une signification particulière? Maintenant que tu as déjà de nouveaux vêtements, pourquoi la garder? Le numéro 182 a montré la marque sur sa poitrine. C'est à moi. Jeanne Dantan répondit, je sais, mais il est déjà dans cet état. Pourquoi ne pas le jeter? Le numéro 182 l'a de nouveau souligné. Regarde, il y a 182 écrit dessus. Ça en fait le mien. Celui-ci a aussi 182 écrit dessus. C'est à moi aussi. Les deux sont à moi. Jeanne Dantan est restée sans voix. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre le numéro 182. Donc tu dis que ce vêtement sale est précieux aussi? Ou est-ce parce que tu n'as qu'un bras et que c'est difficile pour toi de laver les vêtements? Je n'essaie pas de dire qu'il te manque un bras. Laisse tomber. Je vais le laver pour toi. Jeanne Dantan ne dit rien de plus, se contentant de frotter les vêtements en silence. En un clin d'œil, il avait déjà passé une journée entière à faire gland. Bien qu'il veuille désespérément s'échapper, selon les informations qu'il avait, les monstres connus sous le nom des épaules le cherchaient, et ces créatures avaient probablement appris où il se trouvait grâce à la perturbation d'aujourd'hui. Donc, Jeanne Dantan devait partir le lendemain. N'ayant rien mangé de la journée, son estomac gargouilla au pire moment possible. Alors que Jeanne Dantan baissait la tête, il aperçut soudain une patate douce, celle qu'il avait donnée au numéro 182 pendant le cours. Il se demanda s'il devait la manger maintenant. Échanger des patates douces avec le numéro 182 n'était de toute façon plus une option. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il en serait réduit à chercher de la nourriture comme ça. Mais quoi qu'il arrive, la survie passait avant tout. Juste au moment où Jeanne Dantan allait prendre une bouchée, quelque chose de gris passa en un éclair et le numéro 182, qui était allongé sur la couchette supérieure, sortit soudainement la tête. « Tu veux mourir ?» Jeanne Dantan s'empressa d'expliquer, « J'ai juste trop faim. Tu peux même laisser un peu à manger? Juste une bouchée. Même pas une bouchée. » dit le numéro 182 en sautant à terre, « C'est à moi. » Après avoir atterri, le numéro 182 grava son numéro dans la patate douce. Jeanne Dantan resta sans voix. « Tu sais au moins comment faire pousser des patates douces? Tu ne sais probablement même pas ce que veut dire faire pousser. » Le numéro 182 répondit, « Si tu tues ma patate douce, je te tuerai. Ferme les yeux. Je cache ma patate douce maintenant. » En observant le numéro 182, Jeanne Dantan devina que son vocabulaire était à peine du niveau de la maternelle. Son comportement était presque primitif. Puis il lui vint à l'esprit qu'un numéro 182 comme celui-ci pourrait lui être encore plus utile. Et si cette patate douce dans tes mains était de toute façon condamnée à mourir? Pourquoi? Le numéro 182, qui était occupé à la cacher, se figea en plein mouvement. Quand tu as gravé ton nom dessus, tu as laissé une blessure. La patate douce est déjà blessée et elle va attraper une très terrible maladie appelée oxydation. À l'expression du numéro 182, Jeanne Dantan sut que sa petite ruse avait fonctionné. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un moyen de la sauver. Comme notre marché est tombé à l'éau, je n'avais pas l'intention de te le dire, mais je vais t'en dire un peu. Si tu veux faire pousser des patates douces, tu as besoin de la lumière du soleil. Le brouillard à fer gland est bien trop épais. La lumière du soleil ne peut pas du tout pénétrer, donc tu dois aller quelque part où le brouillard est moins dense. Le numéro 182 dit, mais le village Tofu a déjà le moins de brouillard du coin. Jeanne Dantan montra la corde à linge. Ce n'est toujours pas suffisant. Regarde, les vêtements ici n'arrivent même pas à sécher. Si tu veux vraiment sauver la patate douce, tu devras aller au moins jusqu'à cette énorme porte en fer, l'entrée de fer-gland. C'est seulement là que tu pourras la sauver. Pendant ce temps, un prisonnier martelait quelque chose, marmonnant sur le temps que ça prendrait à réparer. Ce qu'il réparait n'était autre que l'ancien épaule, la tour. Le prisonnier qui effectuait les réparations répondit, « Ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà fait venir le meilleur architecte. » La tour jura, « Idiot. Vous devriez chercher un docteur. Bon sang. Qu'est-ce ce qui s'est passé bordel à la cafétéria? » Les capacités que la tour avait acquises grâce à d'énormes quantités de brouillard rendaient sa colonne vertébrale plus dure que de l'acier renforcé. Pourtant, les os de son cou, dont il était si fier, avaient été brisés d'un seul coup par un salaud inconnu. Ce prof idiot est certainement mort. Je dois attraper ce type maintenant. Il amasse sûrement une énorme quantité de brouillard quelque part. À ce moment-là, une voix retentit. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves vraiment le professeur. En suivant le son, le nouveau venu n'était autre que la personne qui avait déclenché l'émeute pendant le cours plus tôt. Quand ils virent qui c'était, tout le monde à proximité trembla de peur alors qu'il continuait, « Je ne m'attendais pas à ce que même tes précieux os du cou se brisent. » La tour répliqua, toujours pareil, « Tu te faufiles sur le territoire de quelqu'un d'autre comme un rat. » L'homme répondit, confus, « N'étions-nous pas alliés? N'avions-nous pas convenu de partager les informations une fois qu'un professeur serait trouvé? » La tour ricana, « Arrête tes conneries. Le seul qui deviendra jamais super leader, c'est moi. » En entendant cela, l'homme se mit en colère. « Ne me fais pas rire. Avec ton niveau, n'y rêve même pas. » Sur ce, il arracha le marteau des mains de l'architecte. La tour paniqua. « Ce n'est pas un peu trop? Attaquer un homme blessé est assez méprisable, n'est-ce pas? Je ne peux juste pas m'empêcher de vouloir écraser les ordures quand j'en vois. » Disant cela, il abattit le marteau sur le cou de la tour alors qu'il était encore en réparation.
Celui qui avait déclenché l'émeute de la prison s'est avéré être le limier, l'un des 6 épaules de la zone 0. En peu de temps, tous les hommes de la tour furent anéantis et le tueur était le limier seul. C'était le fossé entre un épaule et les gens ordinaires. Quand le limier sortit, ses subordonnés attendaient déjà à la porte. Le limier ordonna, en route, cible village Tofu. Au milieu du vrombissement des moteurs, le limier, l'un des 6 épaules, commença son opération. Pendant ce temps, Jeanne Dantan et le numéro 182 portaient chacun un sac en marchant. Jeanne Dantan ne put s'empêcher de se plaindre. Ce truc est bien trop lourd. Qu'est-ce ce qu'il y a dedans? Le numéro 182 répondit sans lever la tête, ce sont mes affaires. Jeanne Dantan fronça les sourcils et insista. Quoi? Est-ce qu'il y a aussi écrit 182 sur ce sac? Au fait, monsieur 182, comment vous appelez-vous? Le numéro 182 répondit, Manchot. Jeanne Dantan parut complètement abasourdie. Vous vous moquez de moi. Le numéro 182 dit calmement. C'est comme ça qu'ils m'appellent tous. Alors Jeanne Dantan demanda à nouveau, vous n'avez pas de nom à vous? Le numéro 182 répéta, mot pour mot, c'est comme ça qu'ils m'appellent tous. Jeanne Dantan répondit, vous appelez comme ça est vraiment impoli. Je vais simplement vous appeler. Au fait, monsieur 182, pourquoi portez-vous toujours cette capuche? Êtes-vous un voleur ou un brigand? Et comment avez-vous atterri à Ferglan au départ? J'ai toujours été ici. Toujours été ici. Qu'est-ce ce que ça peut bien vouloir dire? Pourquoi poses-tu autant de questions? Les professeurs ne sont-ils pas censés répondre aux questions? Les professeurs ont aussi des questions. Tu parles trop et tu parles trop fort. C'est une déformation professionnelle. Tais-toi. Après avoir marché pendant je ne sais combien de temps, Jeanne Dantan n'en pouvait finalement plus. Reposons-nous un peu. J'ai si faim. Je n'ai même plus de force. L'entrée est encore loin. Ça fait une éternité qu'on marche. Pourquoi j'ai l'impression qu'on tourne en rond? Le numéro 182 dit calmement, je ne connais pas le chemin. En entendant cela, Jeanne Dantan fut stupéfait. Qu'est-ce ce que tu as dit? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Donc ça fait 2 heures qu'on tourne en rond ici? Ça me rend fou. Je ne peux plus marcher. Si tu veux toujours sauver ta patate douce, alors porte-moi ou aide-moi à trouver quelque chose à manger. Mais au moment où Jeanne Dantan finissait de parler, le numéro 182 s'effondra tout droit. En le voyant tomber, Jeanne Dantan se releva précipitamment. Qu'est-ce ce que tu fais? Quand le numéro 182 ne montra aucune réaction, la panique s'installa. 182, qu'est-ce ce qui ne va pas avec toi? À l'instant où il retira la capuche, Jeanne Dantan n'en crut pas ses yeux. Le regard du numéro 182 était complètement vide, de la salive et du mucus coulant de manière incontrôlable. Qu'est-ce ce qui se passe? Pourquoi es-tu soudainement devenu comme ça? Non. Réveille-toi, s'il te plaît. Incapable de réveiller le numéro 182, Jeanne Dantan regarda instinctivement en arrière. Ne me laisse pas seul ici, fixant la forêt grise derrière lui. Il fut englouti par une terreur profonde. Ne me laisse pas seul ici. Espèce de salaud, réveille-toi s'il te plaît. Je t'en supplie, réveille-toi. Perdu dans une panique sans fin, Jeanne Dantan avait complètement oublié l'avertissement du numéro 182. Auparavant, sa voix forte avait déjà attiré l'attention des autres, et cette fois n'était pas différente. Avant qu'ils ne puissent réagir, une silhouette puissamment bâtie avait déjà atterri derrière eux. Jeanne Dantan essaya instinctivement de se retourner pour voir le visage de la personne, mais tout ce qui remplit sa vision fut un doigt énorme. Et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, ses mains forcèrent ses paupières à s'ouvrir. Êtes-vous une personne normale? La question soudaine de l'homme laissa Jeanne Dantan perplexe. De quoi parlez-vous? Désolé. C'était impoli de ma part. L'homme retira lentement sa main. Il y avait beaucoup de bruit ici tout à l'heure, alors je suis devenu curieux de savoir ce qui s'est passé. Après un bref échange, l'homme ramena Jeanne Dantan chez lui où il mangea enfin un vrai repas. Vas-y doucement. Ne t'étouffe pas. Il y en a encore plein. Jeanne Dantan sut qu'il avait enfin rencontré des gens normaux. Merci de m'avoir sauvé la vie. Après les présentations, il apprit que l'homme s'appelait Labuta et la fille Lacuit. Je m'appelle Jeanne Dantan. C'est la première fois depuis que je suis arrivé que je rencontre des gens à qui je peux vraiment parler, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des femmes ici. Lacuit demanda, ai-je vraiment l'air d'une fille? Jeanne Dantan demanda en retour, surpris, n'est-ce pas le cas? Lacuit continua, pour ressembler davantage à un homme, je me suis délibérément coupé les cheveux courts. Au village Tofu, les femmes attirent trop l'attention. Labuta expliqua, nous venons des quartiers intérieurs. Plus on se rapproche des zones centrales, plus l'idée de genre devient floue. Jeanne Dantan demanda, y a-t-il beaucoup de gens normaux comme vous près du centre? Labuta sourit. Pas exactement. Le village Tofu est principalement composé de personnes marginalisées, donc beaucoup d'entre elles ne sont pas très stables mentalement. Au fait, êtes-vous nouveau ici ou n'avez-vous jamais touché au brouillard du tout? En fait, je ne suis pas un prisonnier. En entendant cela, Labuta se figea. La situation est compliquée. Même moi, je ne connais pas tous les détails. Ce que je sais, c'est que j'ai été kidnappé et que celui qui m'a enlevé est ce type allongé là-bas. Donc vous dites que vous avez été traîné à Ferglan. Voyant Jeanne Dantan hocher la tête, Labuta réagit immédiatement. Ne me dites pas que vous êtes une victime d'une opération de kidnapping de professeur?
Jacques Dantan paniqua un peu. Comment savez-vous ça? Labuta répondit, tout le monde le sait. Cela a été planifié à l'avance par les épaules. Ils ont même envoyé des gens pour empêcher les autres d'assister au cours. Jacques Dantan ne put s'empêcher de demander. Alors que font exactement les gardes ici? Je ne m'attendais pas à ce que le protagoniste se tienne juste devant moi. Jacques Dantan demanda prudemment, c'est peut-être impoli, mais vous n'êtes pas des espions envoyés par les épaules, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Lacuit montra alors le numéro. Alors que s'est-il réellement passé? Je n'ai jamais vu un épaule comme lui. Ce n'est pas un épaule, n'est-ce pas? Jacques Dantan expliqua, il m'a kidnappé parce qu'il voulait que je lui apprenne à faire pousser des patates douces. Les deux éclatèrent de rire. Sérieusement? Pas pour du brouillard. Désolé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Des patates douces, de toutes les choses possibles. En les voyant rire, Jacques Dantan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'aurait jamais imaginé rencontrer ici des gens qui pouvaient vraiment le comprendre. Labuta se ressaisit et demanda, alors, tu es retenu captif par lui en ce moment? Jacques Dantan répondit, pas exactement. Il est plutôt comme mon garde du corps en ce moment. Je ne sais pas si c'est une insolation ou autre chose. Il s'est juste effondré comme ça, tout d'un coup. Lacuit expliqua, c'est un état de dissociation. Jacques Dantan parut confus. Qu'est-ce qu'un état de dissociation? Elle continua, une réaction de sevrage. Le sevrage causé par le brouillard. Tu as déjà vu des gens s'effondrer au bord de la route. N'est-ce pas? Ils n'ont pas pu obtenir de brouillard, alors ils sont entrés en état de dissociation. Ils se réveillent généralement après un moment, mais si ça continue, leurs cerveaux font progressivement. Jacques Dantan demanda, alors c'est quoi exactement, ce brouillard dont vous parlez sans cesse? En entendant cela, Labuta et Lacuit échangèrent des regards incrédules. Tu ne connais vraiment rien du tout à Fer-Gland? Le brouillard dont nous parlons est une drogue divine qui confère des capacités. Il éveille des pouvoirs cachés au plus profond de soi ou longtemps désirés. Jacques Dantan était abasourdi. Ce truc marche vraiment? Labuta poursuivit, non seulement ça marche, mais ça te permet de dépasser les limites humaines. Avec ce pouvoir, nous pouvons nous échapper. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jacques Dantan remarqua les mollets de Labuta, plus épais que tout ce qui est humain. Pendant ce temps, le limier, l'un des piliers de la zone 0, arriva chez le numéro 182. On dirait qu'ils ne sont pas allés bien loin. Ils sont toujours au village Tofu. La scène revint sur Jacques Dantan, encore sous le choc des informations qu'il venait d'apprendre. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit pleinement ce que Labuta voulait dire par s'échapper. Labuta demanda alors. Monsieur Dantan, viendrez-vous avec nous? Jacques Dantan refusa d'un geste de la main. J'apprécie vraiment l'offre, mais je ne suis pas un prisonnier. Je veux voir les gardes d'ici ou quiconque est responsable. Son raisonnement était simple. S'il s'échappait avec des prisonniers, il deviendrait un complice. Si ça marchait, tant mieux. Mais si ça échouait, le résultat était évident. Labuta sembla lire dans ses pensées. Vous ne les verrez pas, que ce soit les gardes, les fonctionnaires ou n'importe qui d'autre. Aucun d'entre eux ne mettra jamais les pieds à Fer-Gland. Le brouillard est addictif. Un faux pas et vous ne pourrez plus jamais vous en défaire. Vous n'êtes pas une exception, monsieur Dantan. Jacques Dantan demanda anxieusement, pourquoi? Je n'ai jamais utilisé de brouillard et je n'ai jamais eu l'intention de le faire. Labuta expliqua. Ça n'a rien à voir avec vos intentions. Depuis combien de temps êtes-vous ici? 2 jours. 3. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est réellement ce brouillard, assez épais pour tout engloutir? Ce brouillard dense est lui-même constitué de particules de brouillard. Dès qu'il entendit ça, Jacques Dantan se couvrit instinctivement la bouche et le nez. Le brouillard est une substance divine qui confère des capacités, et pour que ces capacités se manifestent, il faut en absorber de grandes quantités. Mais en ce qui concerne l'addiction, même le simple fait de respirer les particules de brouillard dans l'air est déjà suffisant. Le brouillard corrode lentement vos poumons, vous faisant désirer sans cesse un brouillard plus épais, plus dense. Et une fois que vous ne pouvez plus en avoir, vous entrez en état de dissociation. Jacques Dantan l'interrompit immédiatement. Attendez. Êtes-vous en train de dire que je suis déjà dépendant au brouillard? Alors, ça ne veut pas dire que je suis pratiquement condamné? Labuta répondit, non, monsieur Dantan. Vous avez encore une chance. Seuls ceux qui ont réellement vécu l'état de dissociation sont considérés comme vraiment dépendants. La constitution de chacun est différente, donc nous ne connaissons pas le seuil exact, mais vous devez rester vigilant à tout moment. Jacques Dantan insista. Alors, selon cette logique, pouvez-vous vraiment vous échapper? N'êtes-vous pas déjà dépendant au brouillard, sans retour possible? Peut-être que dans un avenir lointain, nous surmonterons la dépendance, ou peut-être que quelqu'un découvrira la vérité ici et créera un antidote au brouillard. Nous avons perdu depuis longtemps la chance de faire demi-tour, et nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un quittant cet endroit vivant. Peut-être que dans un avenir lointain, nous surmonterons la dépendance, ou peut-être que quelqu'un découvrira la vérité ici et créera un antidote au brouillard. Quoi qu'il arrive, ils s'étaient promis de ne jamais mourir ici. Même si le reste de leur vie se passait en état de dissociation, même s'ils se perdaient complètement, ils se serraient encore fort l'un contre l'autre sous un ciel clair. Ça semblait un peu cliché, mais il ne faisait aucun doute qu'ils pensaient chaque mot. Alors que les deux s'étreignaient,
Jeanne Dantan remarqua soudain que le numéro 182, qui était inconscient, s'était réveillé, et son regard était fixé droit devant lui, verrouillé sur Jeanne Dantan. Une idée lui vint. Avec l'aide de ces deux-là, il n'aurait plus besoin de gaspiller d'efforts pour des patates douces. Mais il avait peur que s'il disait au numéro 182 qu'il prévoyait de s'échapper avec eux, il pourrait être attaqué. Après tout, la force que le numéro 182 avait montrée auparavant était vraiment terrifiante. Pourtant, à sa grande surprise, le numéro 182 ne fit aucun geste imprudent. Il sortit simplement la patate douce de sa poche en silence. Plus le numéro 182 paraissait calme, plus Jeanne Dantan se sentait mal à l'aise. Puis la voix de Labuta le ramena à la réalité. « Monsieur Dantan, pourquoi avez-vous si peur ? Ce n'est qu'un cadavre ambulant égaré par le brouillard. Une fois que quelqu'un entre en état de dissociation, il est complètement impuissant jusqu'à ce qu'il reçoive sa prochaine dose de brouillard. En ce moment, il ne fait même pas le poids face à vous. » Jeanne Dantan poussa un soupir de soulagement. « C'est un soulagement. J'avais peur que vous ne soyez blessés tous les deux. » Presque au moment où les mots quittèrent sa bouche, la jambe de Labuta visait déjà le numéro 182 allongé sur le lit. « S'il est une menace potentielle, devrais-je le tuer maintenant ?» Le numéro 182, cependant, ne montra aucune peur, même dans cette situation critique. Voyant cela, Jeanne Dantan l'interrompit immédiatement. « Attendez. Il n'y a pas besoin de tuer qui que ce soit pour l'instant. Écoute attentivement. Je quitte cet endroit. Je ne veux plus vivre ici. À partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés. Tu comprends ?» Le numéro 182 répondit d'un air absent. « Si tu pars, qu'adviendra-t-il de la patate douce ?» Sans un mot de plus, Jeanne Dantan arracha la patate douce des mains du numéro 182, puis se dirigea vers l'évier. « Puis-je emprunter une tasse ?» Il plaça la patate douce dans une tasse remplie d'eau et la tendit à 182. « Ça ira. À partir de maintenant, elle poussera lentement. Bien sûr, la lumière du soleil est essentielle. Emmène ton précieux ami voir le soleil. Va-t'en avant la nuit. » Le numéro 182 se tourna vers Jeanne Dantan. « Mais je ne connais pas le chemin. » Jeanne Dantan répondit aussitôt, « Moi non plus. » En parlant, il tira le numéro 182 devant Labuta et dit d'un ton pressé, « Monsieur Labuta, s'il vous plaît, emmenez-le. J'irai avec vous. Que les gardes pointent leurs armes sur moi ou me qualifient de complice de votre évasion, je veux essayer. » Après que Jeanne Dantan ait dit cela, Labuta renvoya le numéro 182 avec la patate douce, l'abandonnant sans pitié au bord de la route. Il n'y avait toujours aucune expression sur le visage du numéro 182. Il se contentait de fixer la patate douce. L'endroit gravé du chiffre 182 s'était déjà assombri. La tasse remplie d'eau s'était fissurée dans la chute. En la regardant, le numéro 182 se souvint des paroles de la jeune fille. « Sais-tu ce qu'est un chiot et un chaton ? Ce sont des animaux, tout comme les corbeaux. Ils sont poilus, très petits, très mignons. Si quelqu'un s'en occupe, ils peuvent comprendre les mots des humains. Si tu leur dis, viens ici, ils accourent. » Tandis que la fille parlait, elle posa sa main sur la tête du numéro 182. « Je veux aussi avoir un chiot. Un jour, après ma sortie. » Elle pleura en le disant. Se souvenant de cela, le numéro 182 tendit la main vers la patate douce. « Viens ici. » Pendant ce temps, ailleurs, quelqu'un mesurait quelque chose. 20 centimètres. Il a bougé de 20 centimètres. A-t-il vraiment bougé ? En suivant leur regard, gisait un cadavre mordu en deux. Le coupable était l'énorme chose grotesque qui tenait le corps. Cette personne avait l'air d'essayer de s'échapper. De l'autre côté, Jeanne Dantan et les autres commencèrent à discuter de la manière de s'échapper. Jeanne Dantan demanda, « Quel est votre plan ? Comment allons-nous sortir de cette prison ? » « Je vais vous montrer, » dit Labuta en s'accroupissant lentement. Les muscles de ses mollets commencèrent à gonfler. Et à l'instant où il exerça sa force, son corps jaillit comme un boulet de canon. Jeanne Dantan pouvait à peine en croire ses yeux. Quel genre de capacité est-ce là ? Quoi qu'il en soit, le trou massif dans le plafond était indéniablement réel. Le pouvoir de Labuta était un saut étonnant. Notre plan est simple. Nous sautons directement par-dessus ce mur. Après son retour, Labuta les mena tous les deux sur les hauteurs du village Tofu. Maintenant, c'est au tour de la Cui. Elle tapota doucement la petite sphère sur sa tête et ses yeux se mirent immédiatement à briller. Juste après, elle dessina une carte du village Tofu sur une feuille de papier. Comme ils venaient tous les deux de la zone intérieure, même après avoir ajouté plusieurs feuilles supplémentaires, la carte était toujours pleine de détails. En la fixant, Jeanne Dantan s'exclama, « C'est une capacité qui recrée ce que vous voyez comme une photographie. Avez-vous cartographié tout Ferglan ?» La Cui répondit, « C'est la route que nous avons prise de la zone intérieure jusqu'ici. Elle n'enregistre qu'une partie de Ferglan. » Jeanne Dantan ne put s'empêcher d'être surpris. Si ce n'est qu'une partie, alors quelle est la taille de Ferglan ? La Cui dit, à en juger par la taille du village Tofu, nous avons déjà parcouru une bonne distance. Nous devrions atteindre le bord de Ferglan avant longtemps. À ce moment, Jeanne Dantan prit le stylo de la Cui. Vous avez oublié quelque chose. En parlant, il dessina 4 bonshommes allumettes. Il y a 4 vagabonds ici. La Cui lui arracha le stylo et dit sèchement, ne gribouillez pas dessus. Jeanne Dantan expliqua, je marque les dangers potentiels. Et n'avez-vous pas dessiné quelque chose d'étrange aussi ?
Quest ce que c'est que ce truc rouge? Au moment où ces mots furent prononcés, ils tombèrent tous les deux dans un bref silence. Labuta fut le premier à le rompre. Oubliez ça. Nous serons sortis d'ici bientôt de toute façon. Lakui, par où allons-nous maintenant? Après que Lakui eut indiqué la direction, Labuta les attrapa tous les deux et s'élança dans les airs pendant que Lakui continuait de scanner les environs avec sa capacité. Pendant ce temps, la scène passa aux 4 vagabonds que Jang d'antan venait de marquer sur la carte. Y a-t-il du brouillard par là-bas? En entendant la question, les 4 vagabonds levèrent lentement la tête. Celui qui avait parlé n'était autre que le numéro 182, l'homme que Labuta avait abandonné au bord de la route. Les 4 le dévisagèrent et demandèrent, d'où sort ce type? Le numéro 182 se contenta de répéter, avez-vous du brouillard? Ils rétorquèrent, est-ce que Gênes est l'air, idiot? Le 182 répondit, alors videz vos poches. L'un d'eux finit par craquer et gifla le 182 en plein visage. De quoi diable tu parles? Je meurs de faim. Et tu oses encore venir ici chercher des ennuis? Venant de subir un état de dissociation, le numéro 182 n'avait aucune chance contre eux et ne pouvait qu'endurer les coups. Puis un autre homme s'approcha avec une cuillère. Attends, j'ai faim aussi. Et si on mangeait ce type? J'ai entendu dire qu'il y a du brouillard dans le corps humain. Même les mangeurs d'eau mangent des gens pour le brouillard. Les deux autres hésitèrent. On va vraiment manger une personne? L'heure du déjeuner n'est-elle pas bientôt arrivée? L'homme à la cuillère a juré, bande de lâches. Si ça nous rapporte du brouillard, on essaie n'importe quoi. Par où devrais-je commencer? Devrais-je d'abord boire son sang? Non. Je devrais manger ses yeux. Au moment où il allait agir, une main l'a giflé violemment. Celui qui l'a frappé n'était autre que Hund, l'homme qui avait poursuivi 182 jusqu'à chez lui plus tôt. Ce seul coup a stupéfié les 4 vagabonds. Celui qui l'a pris de plein fouet a même eu le tympan perforé. C'est seulement à ce moment-là que les vagabonds ont réalisé qui se tenait devant eux. C'était Hund, l'une des 6 épaules de la zone 0. En un instant, les 3 autres se sont enfuis, paniqués, détalant sans oser s'attarder. Hund les ignora et s'accroupit lentement devant. Alors, je t'ai enfin trouvé. Espèce de tête de sac. Tout a commencé le jour où l'émeute a éclaté. Les prisonniers ont massacré les gardes qui se sont précipités, mais Hund, le véritable instigateur, fut le premier à atteindre Jang d'antan. Depuis le tout début, sa cible était le professeur. Pendant que les autres s'acharnaient sur les gardes, il a discrètement emmené Jang d'antan. Sans aucun doute, le plus grand bénéficiaire de l'opération était Hund lui-même. Dans son cœur, il maudissait les autres épaules, les traitant d'imbéciles. Aucun d'eux n'a même remarqué que le professeur avait disparu. En y repensant, Hund se souvint de Tower, l'homme qui avait autrefois utilisé son propre frère comme bouclier. C'est cet acte même qui a poussé Hund à briser leur soi-disant alliance. C'est alors qu'il remarqua que quelqu'un le suivait. Confiant en sa propre force, il ne recula pas. Pour qui travaille-t-il? À en juger par ton apparence, es-tu avec les mangeurs d'os ou les hommes de drill? Ce qui a surpris Hund, c'est l'étrange question qu'on lui a posée en retour. Tu es là pour faire pousser des patates douces, toi aussi? Hund fronça les sourcils. De quoi tu parles? La tête de sac reprit la parole. Tu ne sais pas? Pourquoi ne pas demander au professeur? Hund a finalement craqué. Quelle sorte de bêtises racontes-tu? Je suis déjà d'assez mauvaise humeur. Espèce de fou. Mais la tête de sac ne semblait pas du tout l'entendre et continua. On devrait réveiller le professeur? C'était la goutte d'eau. Hund abandonna le professeur sur le champ et fonça droit sur lui. Avec la puissance d'une épaule, aucun sous-fifre, peu importe de qui, n'aurait pu esquiver ce coup de poing. Pourtant, au grand choc de Hund, la tête de sac apparemment dérangée esquiva le coup à bout portant. Et à en juger par ses yeux, ce n'était clairement pas de la chance. Hund n'avait jamais pris 182 au sérieux et il n'avait jamais envisagé ce qui se passerait s'il ratait son coup. Quand cette ouverture s'est présentée à 182, 182 a frappé sans hésitation. D'un angle absurde, il a décoché un coup de poing fulgurant qui s'est abattu directement sur les côtes de Hund. La force terrifiante a fait tournoyer Hund sur le sol comme une toupie et 182 a saisi l'occasion, ramassant Jang d'antan et s'enfuyant. Ce souvenir de ce jour ne fit qu'attiser davantage la rage de Hund. Espèce de tête de sac, où as-tu caché le professeur? Comme aucune réponse ne venait, Hund arracha le sac de la tête de 182. À l'instant où il a vu le visage de 182, même Hund a été surpris. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette tête de sac était tout sauf normale. Espèce de tordu, faire ce genre d'expression. 182 marmonna, confus. Y a-t-il du brouillard? Voyant cela, Hund fronça les sourcils. Est-il entré dans un état de dérive? N'ayant pas d'autre choix, Hund fit ramener 182 sur son territoire. Sur la table à l'intérieur, se trouvait un portrait de Dar, l'ancien bras droit de l'équipe de Hund. Les membres du groupe de Hund étaient tous réunis, occupés à quelque chose. C'est déjà le 3e. Il torturait 182, essayant de le forcer à révéler où se trouvait le professeur. Petit salaud, tu oses encore pointer ton orteil vers moi? Dis-nous, où est le professeur? Allongé sur le sol, 182 tremblait. Donnez-moi du brouillard et je vous le dirai. Tu fais encore le malin? Brisez-lui un autre doigt et voyons combien de temps il tient. Les 5 doigts sont déjà partis, alors, passez aux orteils. Si tu ne veux pas marcher sur le cul,
commence à parler. À ce stade, s'il ne ressent même plus la douleur, autant lui donner une dose de brouillard. Sinon, c'est une perte de temps. Celui qui parlait était Slick, le nouveau bras droit. Hound rejeta l'idée catégoriquement. Non, absolument pas. Slick fronça les sourcils. De quoi y a-t-il à avoir peur? C'est juste un gringalet. Dans son état actuel, il ne peut absolument pas se défendre. L'expression de Hound se durcit. Tu réfléchis de manière trop simple. Tu penses vraiment qu'il est juste faible? Regarde ses lignes musculaires, comme si elles avaient été sculptées à la lame. Ce corps a été forgé par un entraînement sans fin. Son taux de graisse corporelle est probablement de 5%. Quelqu'un à proximité a commenté, ça a l'air bien. Des lignes parfaites. Mais à quoi bon? Pas de graisse, ça veut dire que ça fait encore plus mal. Hound répondit froidement, n'avez-vous pas remarqué? Il ne semble pas du tout ressentir la douleur. Slick continua, les autres épaules sont déjà en mouvement. La rumeur que le professeur est au village Tofu se répand. S'il tombe entre les mains d'une autre épaule, nous sommes finis, surtout que c'est toi qui as rompu l'alliance en premier. Peu importe comment on voit les choses, tu es aware, c'était allé trop loin. Hound explosa. Tu dis que je suis allé trop loin? Quiconque fait du mal à mes frères le paiera de son sang. Que je n'entende plus ces conneries. Slick s'empressa d'expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Réfléchis bien. Notre but ultime est le brouillard, n'est-ce pas? Pour la mort de Dar, avant qu'il ne puisse finir, Hound frappa du poing sur la table. Slick tressaillit visiblement. Je ne laisserai pas Didar mourir pour rien. Pour notre frère tombé au combat, nous nous élèverons ensemble. Didar. Sur ce, Hound vida la bière dans sa main d'une seule traite. En voyant cela, les membres de l'équipe de Hound eurent les larmes aux yeux. Mais à ce moment précis, Hound, qui venait de vider sa bière, eut soudain un haut le cœur et vomit tout. Le liquide éclaboussa le portrait de Dar, comme si même lui versait des larmes. Les autres se précipitèrent, inquiets. Qu'est ce qui ne va pas, Hound? Même le portrait de Dar. Hound, ça va? Hound leur fit signe de s'éloigner. Ne faites pas d'histoire. Je me suis juste un peu étouffé. Malgré ces paroles, l'expression sur son visage était clairement forcée. En vérité, lors de ce bref affrontement avec 182, le coup précis avait glissé entre ses côtes pour atterrir en plein sur son foie. Hound en était certain. Depuis ce jour, sa fonction hépatique avait notablement diminué. En pensant à cela, il fracassa soudainement la bouteille vide sur la tête de 182. Écoute attentivement. Je me fiche de ce que les autres pensent. Tu ne peux pas tromper mes yeux. Ce n'était pas de la chance. C'était de la technique. Surtout à Ferglan, où les gens ne font confiance qu'au pouvoir né du brouillard et règlent tout à coups de poing. Ce genre de suppression rapide et de ciblage des points vitaux. C'est du combat Kamaga. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas. En entendant cela, 182 leva lentement la tête. Pas seulement ta technique, tes chaussures te trahissent aussi. Que ce soit le style de combat militaire ou ces rangers à tes pieds, tout indique une seule chose, tu es un soldat. Pendant ce temps, Jacques Dantan et son groupe qui tentaient de s'échapper se sont finalement arrêtés, non pas parce qu'il était bloqué, mais parce qu'il avait atteint la frontière de Ferglan. À cet instant, les yeux de Jacques Dantan se sont illuminés. Il ne s'attendait pas à voir réellement le bord. S'il pouvait franchir ce mur, il laisserait Ferglan derrière lui et le cauchemar prendrait enfin fin. C'est alors que Labuta l'a attrapé par le bras. Le tirant dans l'ombre, Labuta parla à voix basse. Monsieur Jacques Dantan, calmez-vous. Vous voyez ça? Suivant son regard, Jacques Dantan vit une tour de guet se dresser à la frontière de Ferglan. Pensez-vous qu'il y ait quelqu'un dans cette tour de guet? Jacques Dantan répondit, je ne sais pas. S'il y a vraiment quelqu'un là-bas, que diriez-vous si j'y allais seul d'ici pour tester? Lacuit rejeta l'idée immédiatement. Ne dis pas de bêtises. Que pourrais-tu bien faire en y allant seul? Frapper à la porte? Au moment où tu t'approcheras, ils ouvriront le feu et t'exécuteront sur le champ en tant que prisonnier en fuite. Exactement. Presque à l'instant où les mots quittèrent leurs lèvres, tout le monde réalisa soudain qu'il y avait quelqu'un à leurs pieds. Qu'est ce que c'est que ce truc? Une patate douce? Espèce de salaud. Ne m'appelle pas patate douce. En entendant cela, Jacques Dantan a finalement reconnu de qui il s'agissait. C'était le même type qui avait été le premier à perturber son cours ce jour-là. Je le connais. C'était l'un de mes élèves. Monsieur Jacques recula. Pendant que Labuta parlait, il se plaça devant eux. Faites attention. Ce type est dangereux. C'est aussi une épaule. C'est une épaule? Jacques Dantan n'en revenait pas. Cette tête de patate douce à l'air ridicule était en fait une épaule. La seconde suivante, des bruits de pas danse résonnèrent de toutes les directions. Un groupe d'étranges silhouettes portant des barrières de signalisation sur la tête est apparu. Après avoir encerclé le groupe, ils ont retiré les barrières et les ont soigneusement posées sur le sol. À en juger par la mise en scène, cela ressemblait moins à un combat qu'à la préparation d'un chantier de construction. Une fois ces hommes en position, la tête de patate douce émergea enfin complètement du sol. Laissez-moi me présenter. Je suis Drill. Pour être honnête, je suis l'homme le plus proche de devenir un super leader. Tandis que Drill parlait, il se jeta droit sur Jacques Dantan. Professeur, venez avec moi. Aux yeux de Jacques Dantan, la main de Drill semblait grossir de plus en plus. Au moment critique, Labuta attrapa Jacques Dantan par le col et le tira en arrière. Tu te moques de moi?
C'est nous qui emmenons le professeur. Complètement pris au dépourvu, Drill a été projeté en l'air par un seul coup de pied de Labuta. Drill se releva en titubant, sous le choc. Qui diable es-tu? C'est impossible que quelqu'un d'aussi fort vienne du village Tofu. Labuta répondit froidement, ne te mets pas en travers de mon chemin. Je l'ai trouvé en premier. Tout en parlant, il protégea Jang Dantan derrière lui. Drill bondit de rage. D'où est-ce que tu sors? Tu ne sais pas ce que le mot « épaule » signifie par ici? Après avoir dit cela, Drill prit une pose qui ressemblait presque à une posture de ballet. Puis il commença à tourner de plus en plus vite. Sous les regards stupéfaits de toutes les personnes présentes, Drill sauta soudainement en l'air et plongea directement dans le sol comme une véritable mèche de perceuse. Juste après, une fissure fonça vers eux trois à une vitesse terrifiante. Sans aucun doute, c'était la capacité de Drill. Jang Dantan eut à peine le temps de suivre la fissure du regard avant que Drill ne jaillisse du sol derrière lui. En entendant le bruit, Jang Dantan se retourna brusquement pour tomber nez à nez avec le visage souriant de Drill. Heureusement, Labuta réagit à temps, tirant Jang Dantan à l'écart tout en frappant du pied vers Drill. Trop lent. Beaucoup trop lent. La vitesse de Drill était si extrême qu'elle laissait des images rémanentes. En termes de puissance destructrice brute, Labuta était peut-être plus fort, mais dans cette situation, il ne pouvait même pas toucher Drill. Alors que Drill sortait du sol encore et encore, Jang Dantan s'accroupit sur le côté, se tenant la tête de terreur. Mais la situation ne dura pas longtemps. À un moment donné, Drill avait déjà creusé un trou sous les pieds de Labuta. Sans aucune chance de réagir, Labuta fut violemment percuté à la taille par Drill, jaillissant d'en bas. L'impact projeta Labuta dans les airs, sa silhouette rapetissant au loin jusqu'à ce qu'il s'écrase finalement contre un mur et s'arrête. Dans sa panique, Lakui ne put s'empêcher de crier le nom de Labuta. En un instant, l'attention de tout le monde se tourna vers elle. C'était clairement une voix de femme. Lakui couvrit sa bouche instinctivement, mais il était déjà trop tard. C'est une femme. C'est une femme. Même Drill, qui s'apprêtait à achever Labuta, tourna la tête, surpris. Un des sbires s'avança avec empressement pour déchirer les vêtements de Lakui. C'est une femme, sans aucun doute. En quelques secondes, les autres se sont attroupés. On devrait emmener cette femme avec nous aussi? En voyant cela, Jang Dantan fut rongé par la culpabilité. Sans lui, les épaules ne seraient pas venues, Labuta n'aurait pas été vaincu, et le genre de Lakui n'aurait pas été révélé. La cause de tout cela était son propre désir désespéré de s'échapper. Labuta et Lakui étaient les seules personnes vraiment normales qu'il avait rencontrées ici, et celles qui lui avaient sauvé la vie. Arrêtez. Agissant par instinct, Jang Dantan ramassa une pierre à ses pieds et la lança sur un des sbires de Drill. À cet instant, tout le monde se figea, car personne ne s'attendait à ce que cet homme apparemment inutile riposte. Sans aucun doute, Jang Dantan était terrifié. Son corps tremblait toujours de manière incontrôlable, mais au fond de lui, il savait que s'il ne faisait rien maintenant, il le regretterait pour toujours. Ce à quoi Lakui ne s'attendait pas, c'est que Jang Dantan n'avait même pas osé ouvrir les yeux en lançant la pierre. Après s'être échappé de la foule, elle l'arrêta immédiatement. Monsieur Jang Dantan, reprenez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant. Ne parlez pas, courez. Tout en parlant, Lakui attrapa la main de Jang Dantan et s'enfuit. Grâce au chaos provoqué par Jang Dantan, Labuta, qui était inconscient, reprit enfin connaissance, tandis que Drill était toujours fixé sur la beauté de Lakui. Cette femme est vraiment quelque chose. Mais presque à l'instant où les mots quittèrent la bouche de Drill, Labuta et Drill activèrent leurs capacités et chargèrent à toute vitesse. Labuta enlaça instinctivement Lakui, tandis que Drill, qui venait de louer sa beauté, se jeta directement sur Jang Dantan. Presque au moment exact où Labuta atterrit, Jang Dantan fut entraîné sous terre par Drill. C'est alors seulement que Labuta réalisa que la remarque précédente de Drill était un appât délibéré. Une fois Jang Dantan emmené sous terre, il n'y avait aucun moyen pour Labuta de le récupérer. Pendant ce temps, la scène se déplaça vers le territoire du groupe de Hound, où Hound interrogeait encore « Êtes-vous militaire ou des forces spéciales ?» Assez drôle, avant de venir à Ferglan, j'ai dû moi-même m'extirper d'un tas de cadavres. Après avoir dit cela, Hound ne prit pas la peine d'en demander plus. Il donna un ordre direct. Slick, tue-le. Utilise la méthode que tu veux. Ne lui donne juste pas de brume. Slick s'apprêtait à répondre, mais Hound avait déjà claqué la porte et était parti. Merde. Le mécontentement de Slick était évident. Un des sbires demanda, Slick, et maintenant, tu veux t'en occuper? Slick répliqua avec colère. Espèce d'idiot. À quoi tu penses? Cet enfoiré irresponsable de Hound ne mérite pas d'être notre chef. Est-ce que le prochain super chef doit vraiment être lui? Tant qu'il y a assez de brume, n'importe qui a une chance. Ying Yao, tu es doué pour le dessin. N'est-ce pas? Si tu y penses, tu pourrais devenir un super chef aussi. Book, toi aussi. Tu sais comment utiliser ton poids à ton avantage. Chacun de nous a un potentiel unique. Book demanda avec hésitation, et toi alors, Slick, quel est ton potentiel? Slick répondit avec assurance. Je sens mon intelligence monter en flèche. Chaque matin, je me réveille en étant plus conscient de la stupidité de Hound. L'ère de l'ascension par la force brute est révolue depuis longtemps. C'est l'ère de l'intelligence, où la sagesse est le plus grand de tous les pouvoirs.
Un des sbires demanda, alors, qu'est ce qu'on fait maintenant? Slick répondit, détendez-vous. Je trouverai l'emplacement du professeur, mais je ne compte pas le dire à Hound. Pour tout le reste, c'est à vous de décider. Réfléchissez bien à qui vous voulez vraiment suivre. Tout en parlant, Slick s'accroupit devant lui, et, petit gars, tu veux vraiment ça à ce point? Il sortit lentement un morceau de brume de sa poche. Si tu le veux tant que ça, je te le donne. Mais en échange, tu travailleras pour moi. Quant aux informations sur le professeur, on en parlera après que tu aies récupéré. Matériellement parlant, je ne serai pas radin, alors réfléchis bien, car je ne donne jamais de seconde chance. Alors que Slick disait cela, il avala la brume. Mais presque à l'instant où il fit le mouvement de déglutition, la bouche de 182 était déjà à sa gorge. Slick n'aurait jamais imaginé que la brume qu'il venait d'avaler pouvait être arrachée directement de sa trachée par une morsure. Tout s'est passé trop vite. Les autres membres du groupe de Hound n'ont même pas vu ce qui s'est passé sous leurs yeux stupéfaits. Slick s'effondra directement au sol. Les sbires se précipitèrent, paniqués. Qu'est ce qui s'est passé? Comment est-ce arrivé? Pourquoi son cou est-il brisé? Slick? À ce moment-là, le groupe de Hound entendit un son qui leur glaça le sang. Les doigts de 182, qui avaient été brisés un par un, étaient remis en place par ses propres dents. En écoutant le craquement des os, des sueurs froides coulaient sur le visage de Yao. Tout le monde regardait fixement 182, le voyant remettre ses doigts en place un par un. Si quelqu'un pouvait posséder une force aussi terrifiante même en état de dissociation, que deviendrait-il après avoir obtenu de la brume? Pendant ce temps, sous terre, Jeanne Dantan et Drill sortirent d'un pipeline. Une fois qu'il eut repris ses esprits, Jeanne Dantan leva lentement la tête et regarda Drill. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que Drill l'avait fixé tout ce temps, entouré d'un silence de mort. Drill se retourna lentement. Ses sbires se tenaient des deux côtés comme des mannequins. Bienvenue dans mon royaume souterrain. Jeanne Dantan paniqua. La buta et la cuisse se sont déjà échappés. Ils doivent être loin devant. Ils n'avaient aucune raison de m'attendre. Je suis fichu. Toutes ces pensées inondèrent son esprit, mais quand la mort sembla vraiment imminente, il se calma étrangement. Après un moment de silence, Drill le rompit le premier. Professeur, pouvez-vous vraiment fabriquer de la brume? Les gens du village Tofu disent que vous avez produit de la brume en un instant et brisé le cou de Tower juste après l'avoir avalé. Jeanne Dantan ne pouvait s'empêcher de se demander d'où venaient ces rumeurs qu'il n'avait lui-même jamais entendues. Est-ce vrai? La voix lente de Drill interrompit ses pensées, lui rappelant Tower qui avait posé la même question, ce fou qui avait essayé de le tuer quand il n'avait pas pu faire de brume. Jeanne Dantan réalisa que si Drill apprenait la vérité, il mourrait à coup sûr. Bien sûr que je peux. J'ai créé un énorme nuage de brume sur le champ et je l'ai avalé. Quant à Tower, il s'est effondré à mes pieds comme la tour de Pise. Mais au grand choc de Jeanne Dantan, Drill démasqua immédiatement le mensonge. Assez de tes bêtises. Écoute attentivement. Je ne suis pas un idiot comme les autres épaules. Un professeur de sciences qui fabrique de la brume. C'est une pure rumeur. Vous êtes un imposteur. Jeanne Dantan rétorqua. Comment ça peut être une rumeur? Si la brume existe, pourquoi n'y aurait-il pas quelqu'un qui la crée? Drill se pencha tout près. Parce que la brume n'est pas quelque chose qui se fabrique. Elle est tombée du ciel un jour, un cadeau offert par les dieux. En voyant le désir sur le visage de Drill, Jeanne Dantan se souvint soudain d'une histoire qu'il avait entendue dans le véhicule de transport. Il y a 50 ans, un météore a frappé le désert. 5 ans plus tard, une prison appelée Ferglan a été construite. Se pourrait-il que toute la brume de Ferglan provienne de ce météore d'il y a 50 ans? Drill continua de se parler à lui-même. 50 ans ont passé. J'ai entendu dire qu'il reste très peu de brume. Le jour du jugement approche. Jeanne Dantan comprit enfin. Donc, la brume est une ressource limitée. Drill répondit, exactement. Ce qu'il en reste pousse les prisonniers à s'entretuer. Mais j'ai remarqué quelque chose. La brume semble circuler à travers tout Ferglan. Apportez ça. Sur l'ordre de Drill, un cadavre boursouflé fut transporté devant Jeanne Dantan. Jeanne Dantan s'exclama, qu'est ce que c'est que cette chose? Drill dit, quelqu'un qui est mort après avoir ingéré de la brume. En utilisant votre science, pouvez-vous extraire la brume de ce corps? Face à une demande aussi absurde, Jeanne Dantan se figea de peur une fois de plus. Cet équipement de manœuvre tridimensionnel ou je ne sais quoi. Vous voulez dire une centrifugeuse? Drill se pencha. Peu importe la méthode, pouvez-vous séparer la brume du sang? Le sang doit contenir une forte concentration de brume. Ceux qui en ingèrent fréquemment doivent en avoir accumulé d'énormes quantités à l'intérieur. Jeanne Dantan eut des sueurs froides en voyant l'expression de Drill. Vous voulez que j'extrais de la brume d'un cadavre? Drill fronça les sourcils. Est-ce impossible selon les normes scientifiques? Jeanne Dantan dit nerveusement, si le but est d'obtenir de la brume concentrée, pourquoi ne pas simplement respirer profondément? L'air ici est rempli de brume, n'est-ce pas? Drill s'énerva et lui donna un coup de pied. De quoi diable parlez-vous? Si c'était si facile, personne ne se donnerait autant de mal pour trouver de la brume. La brume dans l'air ne peut pas être collectée. Elle doit être condensée, rassemblée. À cet instant, Jeanne Dantan réalisa quelque chose. La rassembler. Quand le soleil se lève et que la température augmente, la brume dans l'air s'estompe lentement. Et quand cette brume disparue se rassemble,
elle devient pluie et retourne au sol. Et si je pouvais faire ça? Drill se figea en entendant cela. Jane d'antan se répéta. Je veux dire, et si je pouvais rassembler la brume de l'air? Pendant ce temps, après une journée entière d'absence, Hound retourna à la base. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais ce qui l'accueillit fut un silence sinistre. Il leva les yeux et vit tous les membres du groupe de Hound gisant immobiles sur le sol. En un instant, les yeux de Hound devinrent rouges, tout son corps tremblant. Un rugissement déchirant résonna à travers la base. Maintenant, il ne restait plus que Hound du groupe Hound. Au même moment, 182, la main gauche enflée au point d'être méconnaissable, arriva à la cafétéria. Cette fois, il ne fit pas la queue. Il se fraya un chemin directement jusqu'à l'avant. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Va faire la queue. Tu ne vois pas que je sers la nourriture? T'es un nouveau qui ne connaît pas les règles? Recule. 182 ignora les cris. Il leva lentement sa main semblable à un ballon. De Léo. Au moment où il parla, sa main gauche s'abattit sur la table de service. Tout le monde fut instantanément intimidé par la pression qu'il dégageait. Et c'est ainsi que 182 obtint son eau et y plaça la patate douce. Pendant le temps qui suivit, 182 se contenta de fixer la patate douce dans le gobelet, sans un mot. Bientôt, une journée entière passa. Pendant cette journée, Jane d'antan testa sa théorie, essayant d'extraire le brouillard de l'air lui-même. En regardant les hauts condensés du brouillard devant lui, Jane d'antan sut qu'il avait réussi. J'ai réussi, cria-t-il, évacuant la morosité qu'il avait réprimée si longtemps, tandis que les autres le regardaient avec incrédulité. Je suis un véritable génie. C'est fini maintenant. Personne ne peut plus me toucher, rugit-il dans sa tête. Pendant ce temps, 182 avait gardé la patate douce toute la nuit. Elle n'a pas poussé. On m'a trompé. Professeur, je vais te tuer. Ailleurs, Labuta et la cuisse cherchaient de nouveaux partenaires. Vous voulez vous échapper avec nous? Sortons de cet endroit. Nous avons un moyen de nous libérer. La seconde suivante, un homme sortit un couteau de ses vêtements. Arrêtez de dire des bêtises. Dégagez. Contraints de partir, Labuta et la cuisse continuèrent leur chemin. La cuisse dit doucement, peu importe à quel point quelqu'un est naïf ou gentil, ça ne marchera pas. Tout le monde ici est au courant de ça. Ça veut dire qu'on doit trouver Monsieur d'antan? Labuta répondit, découragé. Il est le seul qui ne le sait pas. La cuisse estima, si rien ne va de travers, il devrait être au camp de Drill maintenant. Pendant ce temps, à la base de Drill, un dispositif connu sous le nom de filet capteur de brouillard, couramment utilisé dans les régions arides pour récolter l'humidité de l'air, fut installé. Le principe était simple. Lorsque la température baisse, la vapeur d'eau se condense au point de rosée. À l'aube, quand les températures chutent, une structure en maille capture l'humidité de l'air, la laissant se condenser en gouttelettes. L'idée de Jane d'antan était simple. Utiliser un filet auxiliaire plus grand et plus perméable comme filtre. Placer un poids en son centre et laisser la rosée collectée s'écouler dans un bac de récupération en dessous. L'eau ainsi obtenue contiendrait une forte concentration d'énergie de brouillard, et en raison de l'humidité extrême, le rendement dépassa ses attentes. Voyant l'installation, Drill se faufila avec empressement. Cette eau a-t-elle été condensée à partir du brouillard? Jane d'antan répondit, oui. De l'eau condensée à partir du brouillard le plus pur de fer-gland. Quant à la concentration exacte des particules, il ne le savait pas et n'osait pas le dire. Drill trempa un doigt dans l'eau, puis y goûta. Le cœur de Jane d'antan lui monta à la gorge. C'est du brouillard, s'exclama Drill, le brouillard le plus pur. Nous avons du brouillard à l'infini. En un instant, tout le groupe de Drill se mit à danser comme dans un ballet. Les subordonnés se précipitèrent, plaçant une guirlande préparée autour du cou de Jane d'antan. Criant professeur, ils le lancèrent en l'air encore et encore. Au milieu des acclamations et des applaudissements, Drill le flatta. Professeur, le costume vous va vraiment bien. Vous avez l'air complètement différent maintenant. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous satisfait? Jane d'antan répondit, c'est super. Comme s'il avait été fait sur mesure pour moi. Drill rit joyeusement. Des vêtements d'une telle qualité ne sont pas pour n'importe qui. Rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, personne n'osera vous déranger. Bienvenue dans le gang de Drill. Nous vous traiterons avec le plus grand respect. Jane d'antan ne put s'empêcher de se demander. Drill serait-il l'homme le plus proche de devenir le super leader? Il se souvint de ce que 182 lui avait dit lors de leur premier repas ensemble. Pour quitter cet endroit, il fallait devenir le super leader. Si Drill devenait le super leader, Jane d'antan pourrait enfin accéder aux échelons supérieurs de la prison. Drill continua, aujourd'hui, nous organisons un festival du brouillard. Grâce à vous, nous n'avons plus besoin de rationner le brouillard. Tout le brouillard que nous avons rassemblé jusqu'à présent, nous l'utiliserons en entier aujourd'hui. Tout ça pour l'ascension. Pendant qu'il parlait, il tourna lentement son regard vers Jane d'antan. Jane d'antan sentit une lueur de curiosité. Que signifiait réellement l'ascension? Pendant ce temps, le lieu du festival du brouillard avait été entièrement préparé. Au centre de la base du gang de Drill se dressait une petite montagne de brouillard, entourée de membres chantant et dansant pour célébrer. Une joie indescriptible remplissait tout le camp. Puis, à l'instant où Drill frappa dans ses mains, c'était comme si le temps lui-même s'était figé. L'air plongea dans un silence de mort. Jane d'antan pouvait à peine en croire ses yeux.
Il y avait simplement trop de brouillard. Drill déclara avec une cadence théâtrale. Je suis Drill, roi du monde souterrain, frère du gang de Drill. Tous les efforts que nous avons faits ont enfin porté leurs fruits aujourd'hui. Avec tout le brouillard que nous avons rassemblé comme enjeu, aujourd'hui est le jour où je défie l'ascension. Croyez-vous que je puisse faire l'ascension? La foule rugit en retour, nous y croyons. En un instant, la base résonna d'un seul chant, ascension. Encore et encore, le gang de Drill le cria, leur ferveur grandissant. Au milieu des acclamations, Drill bougea enfin. Professeur, regardez bien. C'est ainsi qu'un roi naît. Après avoir terminé ses paroles, Drill commença à s'enfourner le brouillard devant lui dans la bouche aussi vite qu'il le pouvait. À cet instant, le désir remplit les yeux de nombreux membres du gang de Drill. Jang d'antan était confus. Drill avait-il l'intention d'avaler tout le brouillard tout seul? Alors que le mot ascension résonnait autour d'eux, les mouvements de Drill ralentirent progressivement. Son ventre et sa bouche commencèrent à enfler petit à petit. Un changement? Pas encore. Un changement? Pas encore. L'échange se répéta encore et encore. Finalement, ses mouvements devinrent lents. Quand il ne resta que quelques morceaux de brouillard dans l'assiette, il s'arrêta enfin. Ça va? Alors que Drill s'effondrait, les membres environnants se turent enfin. Fixant son ventre gonflé, Drill dit avec colère, comme c'est agaçant. C'est tout ce que je peux gérer aujourd'hui. J'ai consommé tant de brouillard dans ma vie, et pourtant, un subordonné le flatta. C'est parce que votre potentiel est bien trop grand, monsieur Drill. Cette quantité de brouillard ne pourrait jamais vous rassasier. De plus, nous ne manquons plus de brouillard. Pourquoi ne pas réessayer la prochaine fois? Drill répondit, c'est tout ce qu'on peut faire. Puis une voix s'éleva de la foule. Attendez, regardez tous. La tête de monsieur Drill n'est-elle pas plus longue qu'avant? Si, il a vraiment changé. À ce moment-là, tout le monde vit la transformation. C'est l'ascension. Instantanément, le mot ascension gronda à nouveau à travers le gang de Drill. Un subordonné demanda, comment vous sentez-vous? Avez-vous acquis de nouvelles capacités? Je peux sentir l'univers. Pendant que Drill parlait, une énergie semblait prête à jaillir de lui. Tout le monde vit son ventre gonfler comme une planète. L'endroit qui avait été autrefois la source du brouillard. Je crois avoir vu toutes les vérités du monde. Nous existons tous dans un enfer tissé de blanc pâle et de bleu profond. Au moment où il finit de parler, de vastes éclats bleus explosèrent vers l'extérieur. Sous les yeux de tous, Drill explosa. Les fragments bleus volants étaient son corps. C'est une chute, cria quelqu'un. Le gang de Drill se rua en avant, commençant à dévorer les restes de Drill. Jang d'antan se souvint soudain de ce que 182 lui avait dit un jour, soit l'ascension, soit la chute. Le patron est enfin tombé, du brouillard partout. Le spectacle horrible laissa Jang d'antan complètement abasourdi. Ce n'est que maintenant qu'il commençait à vraiment comprendre le monde dans lequel il était piégé. Quand une grande bête tombe, toute chose s'élève. Avec l'effondrement de Drill, une pluie de brouillard s'abattit. Ceux qu'il avait autrefois adoré le plus dévotement se battaient maintenant désespérément pour s'enfourner Drill dans la bouche. À l'instant où le festival du brouillard de Drill se termina, le vrai festival du brouillard commença. Jang d'antan se tenait là, hébété, alors que des fragments bleus ne cessaient d'éclabousser son visage. Après avoir consommé plus de brouillard qu'ils ne pouvaient en supporter, les membres du gang de Drill tombèrent les uns après les autres. Finalement, un subordonné reprit ses esprits et cria d'une voix rauque, « Arrêtez. Tout le monde, arrêtez. Vous ne pouvez pas absorber autant de brouillard d'un coup. Si ça continue, nous allons tous mourir. Professeur, s'il vous plaît, arrêtez-les. Pour l'instant, vous seul pouvez nous guider. » Avant que Drill ne tente l'ascension, il a laissé ses dernières volontés. S'il venait à chuter, le professeur deviendrait le nouveau chef du gang de Drill. À cause de cela, les membres restants se sont tous accrochés à Jang d'antan. Jang d'antan ne comprenait pas comment les choses avaient pu tourner ainsi. Il commença à imaginer. Imaginer que tout n'était qu'un rêve. Il ne pouvait pas accepter la réalité. Il ferma instinctivement les yeux, se répétant sans cesse que tout cela n'était qu'un rêve et que tout disparaîtrait quand il les rouvrirait. Quand il rouvrit les yeux, il vit son frère aîné et entendit même sa voix à son oreille. « Ne te l'avais-je pas dit? Je te l'avais dit, n'est-ce pas ?» Jang d'antan supplia désespérément. « Frère, s'il te plaît, sauve-moi. Sors-moi d'ici. » Mais son frère l'ignora et dit seulement, « Tu ne comprends pas encore? L'apparence d'une personne n'a pas d'importance. » En entendant ces mots familiers, Jang d'antan ravala ce qu'il s'apprêtait à dire. Ce n'étaient tous que des masques ridicules. Les masques se sont dérobés. Arrête. En tant que directeur de l'association de psychologie, son frère pouvait toujours voir clair dans ce que Jang d'antan essayait de cacher. Parce que Jang d'antan souffrait de cécité visuelle sélective, il ne pouvait jamais se souvenir du visage de son frère. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, la tête de son frère avait toujours été ronde. La première fois qu'il a vu ses dessins, son frère lui a demandé pourquoi il se peignait ainsi, et a dit qu'il ne deviendrait jamais un artiste. Pour une raison quelconque, Jang d'antan avait toujours l'impression que le visage de son frère changeait constamment. Parfois comme un lion, parfois un homme en colère, parfois un clown, parfois une femme qui pleure, et parfois même un démon. Peu importe comment il changeait, la seule chose qui ne changeait jamais était cette tête parfaitement ronde. D'antan.
La voix familière de son frère résonna de nouveau à son oreille. Puis il réalisa que tout cela n'avait été qu'un rêve. Il était toujours à Fer-Gland. « Monsieur Dantan, êtes-vous réveillé ?» Entendant du mouvement, Labuta et Lacuit entrèrent dans la tente. Jeanne Dantan était complètement désorientée. Est-ce que tout ce qui s'est passé dans le royaume souterrain n'était vraiment qu'un rêve? Monsieur Dantan, nous avons suivi les marques sur la carte et nous vous avons sorti de la base du gang de drill. Quand nous avons atteint les égouts, vous étiez allongé là, seul. Vous êtes venu me sauver? Bien sûr. N'avions-nous pas convenu de quitter cet endroit ensemble? À la mention de l'évasion, Jeanne Dantan retrouva immédiatement son énergie. C'est ma faute si j'ai perdu du temps. Allons-y maintenant. Lacuit l'arrêta en lui disant de se calmer. Pas encore. Labuta a dépensé beaucoup de force pour vous sortir de là. Il a d'abord besoin de se reposer. Pendant qu'elle parlait, elle ouvrit le rabat de la tente. Regardez, nous sommes déjà juste devant le mur et il n'y a pas de mirador à proximité. Pendant ce temps, Jeanne Dantan lui a aussi tout raconté ce qui s'était passé sous terre. Après la chute de Drill, d'autres ont commencé à exploser les uns après les autres. La scène était un chaos total. Personne ne savait ce qui se passait. Labuta a dit, oui, c'était une chute. Une mort causée par l'absorption de trop de matière, dépassant ce que le corps peut endurer. Nous appelons ça dépasser la limite, la surcharge. Comme nous l'avons dit avant, plus quelqu'un consomme de matière, plus ses capacités deviennent fortes. Cependant, les capacités de chacun ont une limite. Une fois cette limite dépassée, le corps explose, expulsant tout le brouillard consommé jusqu'à présent. Les gens ne savent pas où sont leurs limites. Monsieur Dantan a sûrement quelque chose pour lequel il est doué, mais même lui-même connaît pas la limite. C'est comme ça que le brouillard est récupéré. Tout le monde attend que quelqu'un tombe. Pour quitter cet endroit, il faut soit s'élever, soit tomber. Est-ce que ça veut dire que si l'ascension échoue, la seule façon de sortir de Fer-Gland est la mort? Jeanne Dantan était confus. Alors que signifie réellement l'ascension? Est-ce que c'est dépasser la limite? Labuta répondit, non. Une limite ne peut être dépassée, mais parfois une capacité différente peut émerger. Certaines personnes acquièrent une seconde capacité une fois que leur première a atteint sa limite. Les gens comme ça sont suivis et vénérés par tout le monde. Ils deviennent des super leaders. L'ascension est extrêmement rare. La plupart des gens tombent. Jeanne Dantan ne pouvait pas comprendre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer sa vie juste pour une deuxième capacité? Labuta expliqua, il y a une légende à Fer-Gland. Un jour, une personne aux capacités infinies apparaîtra. Il transcendra les règles de ce monde et nous libérera tous. C'est pourquoi on l'appelle un super leader. Au même moment, non loin de là, 182 ferme les yeux, cherchant les sons les plus faibles autour de lui. Les battements d'ailes des corbeaux dans le ciel. Des prisonniers qui se battent dans les ruelles, des cafards qui rampent dans les égouts. Rien n'échappait à ses oreilles. Finalement, il l'a trouvé. Le son de Jeanne Dantan remontant ses lunettes. Même si le mur lui-même se trouvait hors du champ de vision de 182, il a quand même verrouillé la position de Jeanne Dantan. Je t'ai trouvé. Ailleurs, un groupe de personnes portant des masques à gaz est arrivé à la base du gang de drill. Leur mission était claire, collecter le brouillard produit par ceux qui étaient tombés. Cet endroit brillait. Cet endroit-là brillait aussi. À chaque instant, quelqu'un tombait. La pureté de celui-ci est extrêmement élevée. On dirait qu'il était proche de l'ascension. Quel dommage. Entendant quelqu'un l'appeler, l'homme au sac à dos leva lentement la tête. Arrête de te faufiler pour ramasser ce truc. Ceci est ton paiement. Dit l'homme aux cheveux rouges en tendant un sac de brouillard à la tête de sac en papier. En regardant le brouillard dans sa main, la tête de sac en papier ne put s'empêcher de s'émerveiller. Ce truc est vraiment de haute qualité. L'homme aux cheveux rouges demanda, alors, tu l'as trouvé? La tête de sac en papier se retourna. Le manchot, devrais-je dire que je l'ai trouvé ou que non? L'homme aux cheveux rouges répondit froidement, ça fait une année entière. C'est vraiment tout ce que tu as? La tête de sac en papier répondit, honnêtement, ça ressemble juste à une mauvaise affaire. C'était une commande émise directement par le bureau des opérations de Fer-Gland. L'homme aux cheveux rouges l'interrompit, tu essaies encore de jouer à des jeux. La tête de sac en papier soupira. Je n'y peux rien. Les prix ont augmenté dernièrement. Puis il changea soudainement de ton. Alors, est-ce que le prix peut monter? L'homme aux cheveux rouges répondit, tant que tu me l'amènes. Donne ton prix. La première nuit, après avoir changé de vêtements, Jeanne Dantan paya le prix de son imprudence. Il se réveilla en gelant. Pire encore, le jeune couple à côté de lui se rapprochait un peu trop, ce qui fit que Jeanne Dantan se sentit encore plus froid à l'intérieur. Il faisait si froid qu'il ne put s'empêcher de tousser 2 fois et c'est à ce moment-là qu'un couple se réchauffant mutuellement le remarqua. Labuta demanda timidement, tu es déjà réveillé. C'est parce que les nuits du désert sont si froides? Jeanne Dantan agita rapidement les mains. Je vais bien. À ce moment-là, il voulait juste que cette conversation gênante se termine le plus vite possible. Une fois le temps éclairci, les trois atteignirent enfin le mur. Une fois qu'ils l'auraient franchi, ils seraient hors de Fer-Gland. Ça n'avait pas l'air si impressionnant en arrivant, mais en se tenant devant lui maintenant, le mur semblait incroyablement haut. Parce qu'il avait fait trop sombre la nuit précédente, Jeanne Dantan ne remarqua que maintenant les étranges taches qui le recouvraient. Et pour une raison quelconque, un sentiment de malaise s'insinua dans sa poitrine.
Pensant au peu qu'il avait contribué en chemin, Jacques Dantan demanda à Labuta s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour aider. Labuta fut prévenant et lui demanda simplement de porter son sac. Puis il ajouta, « Au fait, il y a quelque chose d'important. Suivez-vous une religion ?» Sa famille avait ses croyances, mais Jacques Dantan lui-même ne croyait en rien de tout cela. Labuta le regarda sérieusement. « Pourriez-vous prier pour nous ?» Jacques Dantan hésita. « Prier ? Mais je ne crois pas vraiment à ce genre de choses. » Lacuit dit, « La croyance n'a pas vraiment d'importance. Quand les gens sont en danger, ils veulent juste que quelqu'un veille sur eux. Priez juste pour que nous puissions nous échapper de cet endroit. Vous pouvez faire ça. N'est-ce pas ?» Jacques Dantan céda. « Même si je ne connais aucune prière correcte, » Labuta l'encouragea. « Ce genre de choses n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu le veuilles assez fort. Allez, nous allons certainement nous en sortir. » Après avoir dit cela, Labuta commença à rassembler toutes ses forces. « Monsieur Dantan, priez pour nous. Qui que ce soit, demandez-leur de nous donner de la force. » Jacques Dantan ne savait pas comment prier. Alors il supplia simplement tout ce à quoi il pouvait penser, un par un. « Accrochez-vous bien. On y va dans 3 secondes. » Mais presque à l'instant où les 3 sautèrent, un poing massif s'écrasa directement sur le visage de Labuta. Le propriétaire de ce coup de poing n'était autre que 182 qui avait sprinté depuis le village Tofu. L'impact était terrifiant. Labuta, qui venait de sauter de toutes ses forces, fut projeté directement au sol. Lacuit et Jacques Dantan s'en sortirent relativement bien. Labuta, cependant, perdit connaissance sur le coup. Alors que Lacuit essayait de réveiller Labuta, Jacques Dantan regarda précipitamment vers la vague silhouette dans le sable. Alors que la silhouette se rapprochait, il réalisa finalement que c'était 182. Face au furieux 182, Jacques Dantan paniqua. « Pourquoi es-tu ici ? Tu m'as menti. » 182 dit cela en levant un poing de la taille d'un sac de sable. « Je vais te tuer. » Terrifié, Jacques Dantan recula en se traînant. Juste au moment où le coup de poing allait atterrir, une ombre passa en un éclair. À la surprise de tous, 182 a réellement capté ce flou avec ses yeux. Lacuit cria de peur. « Pourquoi a-t-il couru tout ce chemin juste pour nous arrêter ? Laisse-le tomber. » Labuta, sautons maintenant. Même si Labuta le voulait, la vitesse de 182 était tout simplement trop rapide pour être ignorée. Labuta ne put s'empêcher de se demander, est-ce que la capacité de 182 était la vitesse? Alors qu'il les poursuivait, 182 cria, « Professeur, faites-le arrêter ou je vous brise les jambes. » Jacques Dantan hurla en retour, paniqué, « Ce n'est même pas moi qui cours. Pourquoi menaces-tu mes jambes ?» D'une manière ou d'une autre, 182 dépassa Labuta, ayant même le temps de donner un coup de pied en pleine course. Se déplaçant à une telle vitesse, tous les 3 finirent par rouler sur le sol pendant un long moment avant de s'arrêter. Quand Jacques Dantan releva la tête, 182 se tenait déjà juste devant lui. Un regard sur le visage de 182 rendit la chose claire. Il était furieux. Jacques Dantan dit précipitamment, « Calme-toi. Sur quoi ai-je menti ? Je t'ai tout dit sur la culture des patates douces. » 182 répondit froidement, « Je l'ai arrosé. Je lui ai donné du soleil. Alors pourquoi n'a-t-elle pas poussé ?» Jacques Dantan se figea, commençant même à douter de lui-même. Après avoir vérifié leur encore et encore, il leva lentement les yeux. « Ça ne fait qu'1 jour, non ? Comment pourrait-elle pousser en un seul jour ?» 182 répliqua. « Pourquoi n'a-t-elle pas poussé ? Est-ce que tu faisais exprès de gagner du temps ?» Jacques Dantan était sans voix. « Comment est-ce que je gagnais du temps ?» 182 insista, « Alors explique pourquoi. » Avec un mal de tête, Jacques Dantan se dit qu'il n'avait jamais eu affaire à un élève aussi têtu. N'est-ce pas évident ? Tout prend du temps pour pousser. Au moins 1 semaine avant de pouvoir même dire si ça change. 182 comprit soudainement. « Alors c'est comme ça. » Puis il demanda, « Alors où allez-vous maintenant ?» Jacques Dantan répondit, « Je te l'ai déjà dit. Je quitte cet endroit et tu n'as plus besoin de moi. N'est-ce pas ?» En entendant cela, 182 tourna son regard vers Labuta et Lacuit. « C'est à cause d'eux ?» Jacques Dantan paniqua. « À quoi tu penses ? Ne les touche pas. Je t'ai dit tout ce que je sais. S'il te plaît, laisse-nous partir. » À ce moment-là, 182 lui demanda soudainement, « Tu veux mourir ou tu veux vivre ?» Jacques Dantan n'avait même pas encore assimilé la question. Quand 182 parla de nouveau, « Ou es-tu déjà prêt à mourir pour eux ?» La ferme. À l'instant où Labuta cria, le malaise dans la poitrine de Jacques Dantan s'intensifia. L'expression de Labuta devint terrifiante. « Vous avez fini de parler, vous deux ? Si tu as fini, arrête de nous barrer la route. Venez par ici, monsieur Dantan. Quittons cet endroit ensemble. » Jacques Dantan hésita. « Attends. Qu'est-ce ce que tu voulais dire à l'instant ?» Labuta expliqua rapidement, « Ce ne sont que des bêtises de quelqu'un qui sort à peine d'un état dissociatif. Nous n'avons pas le temps, monsieur Dantan. » Lacuit ajouta, « Labuta, attrapons-le et courons. » Jacques Dantan essaya de parler mais Labuta l'avait déjà soulevé et s'était mis à courir. Tandis qu'il courait, Labuta lui dit, « Continuez de prier monsieur Dantan. Voulez-vous vraiment être piégé ici pour toujours ?» Il n'y avait aucun doute que Jacques Dantan voulait partir, mais les mots du numéro 182 l'avaient profondément ébranlé. Maintenant, il était trop tard pour dire quoi que ce soit. Labuta l'avait déjà emporté dans les airs.
Il n'était qu'à un pas du monde dont il avait rêvé. Pourtant, Jacques Dantan se remémora tout ce qui s'était passé depuis sa rencontre avec la Boda. Aussi gentil qu'il ait pu paraître, il restait des étrangers. Était-il vraiment nécessaire d'aller si loin pour lui? Au moment où Jacques Dantan allait franchir le mur, une paire de mains puissantes le repoussa. La jambe élastique de la Buta tapa légèrement contre l'abdomen de Jacques Dantan. « Je suis désolé, monsieur Dantan. » Utilisant Jacques Dantan comme tremplin, ils franchirent le mur qu'il avait toujours voulu franchir. Le sac à dos que la Buta lui avait donné s'ouvrit en plein vol. À l'intérieur se trouvaient des perles de brume, rondes et pleines. Au même moment, 2 ouvriers mesuraient la créature massive. Elle a encore bougé de 30 cm cette fois. Attends. Regarde par là. En suivant son regard, le monstre terrifiant avait déjà disparu. Quelqu'un d'autre a essayé de s'échapper? À ce moment précis, le monstre apparut sous Jacques Dantan, la gueule grande ouverte, attendant son repas. Le temps revint au moment où le cuit marqua un endroit sur la carte. La marque sur laquelle Jacques Dantan l'avait interrogé. Ne touche pas à ça, avertit le cuit tout en dessinant la carte. C'est extrêmement dangereux. Malgré cela, la Buta ne bougea pas et l'examina attentivement. L'énorme créature devant eux était une gargouille qu'aucun fugitif ne pouvait éviter. Elle ressemblait à une statue ordinaire. Apparemment, si personne n'essayait de s'échapper, elle ne bougerait jamais. Ce truc est vraiment vivant? Murmura la Buta, la cuit l'avertit immédiatement. Je t'ai dit de ne pas jouer avec ça. La Buta répondit, je ne crois tout simplement pas qu'une chose pareille puisse nous empêcher de nous échapper. La cuit continua, certains disent que c'est un monstre apparu en même temps que la brume. D'autres disent que c'est un dispositif créé par le bureau des opérations pour empêcher la brume de s'échapper. Ça fonctionne comme une sécurité. Que la brume soit dans notre corps ou que nous la portions sur nous, dès que quelqu'un essaie de la faire sortir, elle intervient.